Sorcières, sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue dans Aspic, l'Académie des sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Bienvenue dans ce 13e épisode de l'Académie des sorciers, je suis Alix. Et je suis Marjolaine et aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir à nouveau Sylane Edgar qui est de retour après le brillant épisode sur l'onomastique. Et comme on le disait dans cet épisode, on avait très envie d'avoir à nouveau Sylane avec nous puisqu'elle avait plein d'autres choses à nous partager sur ses études, ses études littéraires sur Harry Potter. Et donc on retourne dans de la littérature pure et dure, on va dire, puisqu'on va s'intéresser aujourd'hui aux structures narratives et donc comment l'autrice, donc en l'occurrence J.K. Rowling, a construit son œuvre et qu'il s'agisse donc de la structure interne à chaque tome ou aussi la structure générale de toute la saga dans son ensemble, les 7 livres. On va bien parler que des 7 livres aujourd'hui. Donc, bon retour parmi nous, Sylane. Oui, merci beaucoup de m'inviter de nouveau. Je suis très contente. Nous aussi. Donc, pour les auditrices, auditeurs qui découvrent Sylane avec cet épisode, on vous invite chaudement à aller écouter l'épisode 9, qui était passionnant. Donc voilà. Oui, ça va, je n'avais pas dit trop de bêtises, j'ai réécouté, ça va. Ça va. Tu te valides de toi-même, tu te mets une bonne note. Oui. Je précise que j'ai été enseignante 15 ans, alors j'ai l'habitude des notes. Mais bon, on a beau être l'Académie des sorciers, on se donne pas de notes, ni de bonnes ni de mauvaises notes. Voilà, mais quand même pour réviser pour cet épisode, j'ai relu l'ensemble de la série, donc voilà, ah oui. Ah oui. En fait, la dernière fois, on avait parlé du fait que je devais publier mon travail universitaire sous forme d'essai, et comme je m'y suis engagée publiquement, j'ai avancé sur le sujet, et donc on parle d'essayer de le publier en 2021. Donc ça avance. Et du coup, il a fallu que je relise tout, ce qui a été vraiment très très difficile, évidemment. Ouais, une torture. Oui, très dur. Surtout que pour Noël, je me suis offert les 4 livres illustrés par Jim Kay. Donc voilà, c'était très bon choix. Agréable. Oui. J'ai aussi eu le tome 4 illustré à Noël. Oui, et d'ailleurs, et on pourra en discuter, j'ai découvert avec grand étonnement la nouvelle traduction, puisqu'en fait, je me suis aperçue que depuis le début, je n'avais lu que la première traduction du tome 1, qui, comme vous l'avez signalé dans la Gazette du Sorcier, contenait certains oublis. Et du coup, j'ai découvert des petits passages que je ne connaissais pas, avec un grand bonheur. Oh. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de nouvelles traductions, parce qu'en soi, c'est le même, même traducteur, et il n'a pas repris l'œuvre dans son entier, mais c'est surtout qu'il y a eu effectivement des passages qui avaient été coupés, qui ont été remis. Et puis, il y avait des petites... je sais qu'il y a des petites erreurs qui ont été corrigées, par exemple. Enfin, il y avait des moments où on disait que Edwige était une chouette, et puis un autre, un hibou. Et donc, il y a eu des petites homogénéisations comme ça qui ont été retravaillées. Mais c'est vrai que ça fait bizarre quand on a les premières émissions, les premières éditions. C'était pas écrit comme ça. Non, et ça m'a fait penser, en fait, parce que bon, j'ai repéré plein de choses, mais il y a une chose qui nous intéresse ce soir sur les structures narratives, c'est que il y a quand même un passage dans le tome 1 où quand Harry rencontre pour la première fois Malfoy, donc chez Madame Guipure, Malfoy lui parle de ce que sont les sangs purs. Et ça y était pas dans la première traduction, et c'est quand même vraiment très intéressant de se dire que J.K. Rowling avait posé ça d'emblée, et pourquoi est-ce qu'à un moment c'est voilà alors je pense pas que ce soit tant le traducteur que l'éditeur qui a demandé de faire certaines coupes, après avoir discuté avec Jean-Daniel Breck qui est éditeur, qui est traducteur. Il m'a expliqué que souvent on leur demandait de faire des coupes mais qu'ils n'avaient pas envie en tant que traducteur. Qu'est-ce qui fait qu'ils se sont dit que ça c'était pas suffisamment important, alors qu'en fait c'est un élément essentiel dans la structure. J'étais assez étonnée, et j'aimerais bien trouver la personne qui a cru que c'était pas assez important.
Je pense qu'elle doit s'en mordre les doigts. Mais du coup, effectivement, quand on parle comme on va parler aujourd'hui de structure narrative, là, on parle d'éléments qui sont introduits plus ou moins tôt et qui se retrouvent bien plus tard comme un élément central. C'est un des thèmes dont on va parler aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais poser la question... donc là, c'est la question que je pose à la chercheuse en littérature, puisque mais ça, c'est une question, je pense qu'on a déjà posée dans d'autres épisodes, mais à partir du moment où on rentre dans l'analyse un peu poussée de texte, et là, en l'occurrence, de la structure, comment on sait à quel moment on révèle, entre guillemets, l'intention de l'auteur, et à quel moment on va peut-être trop loin et qu'on part dans l'interprétation, où là, c'est l'interprétation de celui qui fait l'analyse plus que l'intention initiale de l'auteur. Comment on fait la différence, en fait, quand on est à fond dans le texte et qu'on cherche la structure? Ce qui est intéressant, c'est de considérer considérer la théorie de la réception. C'est-à-dire que la façon dont est reçu le texte change en fonction des époques et des cultures. Donc, on ne va pas lire Harry Potter de la même manière en France et en Grande-Bretagne ou aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, puisque ça a été traduit partout. Et c'est forcément un biais dans la recherche. Mais c'est pas grave en fait, parce que de toute façon le texte est là. Après que l'auteur ait voulu ça ou non, bon, c'est une question évidemment qui peut être intéressante en soi d'un point de vue sociologique, mais concrètement on a le texte. Donc si c'est dans le texte, que l'auteur ait eu l'intention consciente ou non, ça n'empêche que l'objet est là, le texte est là, les mots sont là, et si on peut y lire certaines choses, bah voilà, c'est comme d'observer un bâtiment. Si l'architecte il n'a pas eu conscience à un moment que sa tour allait avoir telle forme vue sous tel angle, et ben c'est tout à fait probable, il n'a peut-être pas regardé tous les angles, il n'a peut-être pas tout imaginé, mais n'empêche que quand on le regarde sous tel angle, si on voit telle forme, c'est une réalité. Voilà. Et cette réalité, elle peut changer. Selon l'angle, selon la culture, selon l'époque, et c'est intéressant aussi, et même ça s'étudie en fait. Comment on approche une œuvre en fonction de sa culture et de son époque, ça révèle des choses. Et donc c'est un espèce de jeu un petit peu comme une mise en abîme. C'est évident qu'il y a des biais. On ne peut pas dire que le chercheur est forcément objectif, mais même ça c'est intéressant. Et c'est comme ça que les œuvres vivent en fait, en dehors de leur auteur, même quand ils sont morts, et au-delà du temps, au-delà des frontières. Donc voilà ce que peut dire la chercheuse. Bon, puis je pense donc on peut se tromper, c'est sûr. Ouais. Bon, en tout cas, ça fait plaisir d'entendre ça, parce que mine de rien, ça fait aussi se rendre compte que peut-être qu'on... ça me fait repenser à plein de choses dont on a parlé dans les derniers épisodes, sur le fait que voilà, le rapport qu'on a en tant que fan aussi, pas seulement en tant que chercheur, mais en tant que fan avec une saga qui est finie, on va dire les 7 tomes, ils sont finis, et ben on peut y retourner, on peut retrouver des nouvelles choses, et que c'est pas forcément des choses, ces nouvelles choses qu'on retrouve en relisant 10, 15, 20 ans plus tard, et bientôt, je sais pas, 50 ans plus tard, on y retrouvera des nouvelles choses, mais qui seront liées peut-être à notre évolution aussi oui, à l'histoire de chacun. Et ce qui est important aussi, je pense, c'est de se dire que, quoi qu'ait pu dire l'auteur, et J.K. Rowling s'est beaucoup exprimée sur ce qu'elle avait fait, beaucoup plus que beaucoup d'autres auteurs, en fait, elle n'a pas forcément raison non plus, parce que sa lecture à elle aussi change. Et ce qu'elle a voulu voir, ou ce qu'elle comprend de ce qu'elle a fait après coup, peut changer. J'ai un autre exemple qui concerne pas Rowling, mais qui concerne George Martin, qui on a dit oh là là, mais en fait dans Game of Thrones, la façon dont l'hiver arrive, ça peut être pris comme une métaphore du changement climatique. Et il a dit ah oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé, mais c'est très vrai, c'est très intéressant. Et à partir du moment où il le conçoit comme ça devient vrai.
mais ça pourrait être réinterprété différemment ou réutilisé différemment dans 50 ans ou dans 100 ans. On ne sait pas en fait. Donc même quand J.K. Rowling, elle interprète certaines choses et elle donne son avis aujourd'hui alors que le livre est paru il y a 15 ans, il y a 20 ans, bah, elle n'a pas forcément raison, même si c'est elle la créatrice. Bon, bah, c'est à nouveau les limites de la mort de l'auteur. C'est ce que j'allais dire, Alix, t'as une bille de plus pour la mort de l'auteur. Ça devient le running gag, c'est pas une blague, mais c'est... C'est le point Goodwin des épisodes d'Aspic. C'est ça. Ah, mais on l'a déjà dès le début. Mais bon, du coup, on peut attaquer sur peut-être le premier thème qu'on voulait aborder, qui là, pour le coup, on n'a pas trop de doutes sur le goût de Rowling pour les romans policiers, puisqu'elle en écrit, littéralement. Oui. Avec notamment la série Command Strike, où là, c'est du polar, tout simplement. Mais déjà, dans Harry Potter, on a des aspects dans la structure des intrigues qui font penser aux romans policiers. Et d'ailleurs, ce que tu dis dans tes travaux, c'est que le genre policier dans Harry Potter, il est pas prédominant, dans le sens où c'est pas des romans policiers au premier sens du terme, mais tu dis qu'il est structurant. Oui. Donc, qu'est-ce que tu entends par structurant? C'est au niveau des intrigues, c'est ça? De la manière dont... Oui, en fait, dans chacun des livres, on mène une enquête. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, contrairement à un roman policier, le héros Harry Potter n'est pas forcément un enquêteur ou un inspecteur, déjà en tant que personne, hein, mais même, il cherche pas toujours tous les éléments que nous, en tant que lecteurs, on peut chercher. Par exemple, alors, j'ai particulièrement développé l'exemple du prisonnier d'Azkaban où lui il va chercher qui peut être voilà, où est son parrain, enfin il sait pas que c'est son parrain en tout cas, où est ce Sirius, il va éventuellement chercher à le trouver, mais enfin c'est un peu trouble parce que tout le monde lui dit de pas le faire, donc bon, en plus il commence à rentrer dans l'adolescence, il le cherche sans le chercher. Mais nous, en tant que lecteur, on a beaucoup plus d'éléments que Harry et on commence à chercher dès le début parce qu'on a quand même de nombreux indices. Et donc c'est un roman policier dans le sens où on cherche à comprendre qui est ce prisonnier, qui est Sirius. Mais c'est pas non plus l'intrigue principale. On a quand même beaucoup d'autres éléments. Et on va retrouver la même chose dans tous les tomes. Dans le premier, on va se demander ce qui est caché au 3e étage et qui essaye de le trouver. Mais bon, c'est pas non plus le plus important. Le plus important, ça reste Harry qui découvre l'école, etc. Dans le deuxième, on se demande bien ce que c'est que cette chambre des secrets et qui l'a ouverte. Et alors là, ça se rapproche plus du policier parce qu'on passe quand même beaucoup de temps dessus. Mais Harry lui-même, il mène plutôt l'enquête sur pourquoi est-ce que ça lui arrive à lui, pourquoi est-ce que tout le monde s'inquiète de lui, pourquoi est-ce qu'il parle au serpent, etc. Après, dans le cas du deuxième, il y a quand même vraiment l'intrigue qui est rythmée par les agressions des élèves quand même. Enfin, oui. C'est vrai qu'on on en a régulièrement tout au long de l'année, assez espacé. Et il y a vraiment une tension, enfin, on sent que la situation s'aggrave et on trouve pas de solution et tout ça. Et il y a quand même, effectivement, on ressent beaucoup plus l'inspiration du roman policier dans La Chambre des Secrets que dans tous les autres. Mais parce qu'on a des crimes, mais en soi, l'enquête elle-même, elle se fait parce qu'elles arrivent en fait. Oui. Donc c'est de l'aventure et puis en même temps il y a des crimes, donc on va essayer de comprendre ce qui se passe. Ce qui est intéressant, enfin il me semble dans la façon dont c'est structuré, c'est qu'on est tout le temps en train de chercher des éléments. Il y a plein de petites enquêtes, il y a plein de petits indices qui nous permettent d'avancer sur l'intrigue principale comme sur des intrigues secondaires. Alors dans Le prisonnier d'Azkaban par exemple, on se demande pourquoi Harry a un livre monstrueux dès le début, parce qu'il l'a dès le début, et on a vite la résolution de l'intrigue. On se demande pourquoi Lupin disparaît de temps en temps. Harry s'en fiche complètement, hein, c'est Hermione qui mène l'enquête sur ce point-là. Comme souvent. Voilà, c'est vrai.
Et puis Harry il se demande aussi pourquoi on lui ment, pourquoi on lui cache des choses. Alors ça c'est quand même assez courant qu'il s'inquiète de savoir pourquoi on lui cache des choses, parce que tout le monde lui en cache tout le temps. Donc il y a plusieurs enquêtes qui se mêlent. C'est dans ce sens-là que c'est pas un roman policier et que en même temps c'est structurant parce que on mène l'enquête en permanence. Mais pas seulement Harry. Ça peut être Harry, ça peut être Hermione, et puis principalement c'est quand même le lecteur qui mène l'enquête. C'est rarement Ron. Oui, puisque là, si on prend l'exemple de Ron et toujours du prisonnier d'Azkaban, lui, il se demande pourquoi, enfin, il s'inquiète pourquoi Croutard, il se met enfin, il tombe malade et sa santé décline à vue d'œil. Mais voilà, il s'en inquiète, mais personne, ni Croutard, ni personne autour de lui d'ailleurs, ne se dit que, enfin, personne ne peut se douter que c'est parce que c'est en fait un animagus qui flippe parce qu'il est la cible de Sirius Black. Ça, personne peut s'en douter avant la résolution finale. Mais quand même, on a l'indice Peter Pettigrew qui apparaît sur la carte à un moment. Mais oui, et on a un indice dès le départ, en fait, quand on le relit. Dès le début, quand Harry retrouve Ron sur le chemin de traverse, il y a toute une scène pour aller s'occuper de ce rat qui est malade. Et le soigneur dans la boutique du chemin de traverse dit c'est quand même vraiment étonnant que ce rat ait vécu aussi longtemps. Ouais. Bon, voilà. Alors on a cet indice-là. Quand on le découvre pour la première fois, on n'y fait peut-être pas attention, mais il est là. Quand on le relit, on se dit ah mais oui en fait, évidemment, dès le début, elle m'avait laissé une piste pour que je puisse deviner, pour que je puisse me poser des questions sur ce rat. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est récurrent dans tous les tomes. En fait, à la deuxième lecture, on s'aperçoit que tout était déjà inscrit. Et qu'il y avait des indices de tout systématiquement. C'est pour ça qu'en introduction, je parlais du fait que Malfoy, il parle des sangs purs dès le tout début. C'est que la pratique de Rowling, c'est d'introduire très légèrement son sujet, de poser une petite pierre, de la laisser, des fois pendant très longtemps. Sirius, la première fois qu'on en entend parler, c'est dans le tome 1 par rapport à la moto. Donc c'est vraiment extrêmement court et rapide. C'est le moment où Hagrid arrive avec la moto et dit j'ai emprunté la moto à Sirius. On n'entend plus du tout parler de Sirius jusqu'au prisonnier d'Azkaban. Et là, en fait, le lecteur attentif ou le lecteur qui relit se dira ah mais oui, mais en fait, on le connaît ce type. Il a déjà été cité. Et donc, dans un second développement, Rowling va donner des éléments, donner plus d'indices, pas forcément juste, et c'est seulement dans un troisième temps qu'on va avoir le fin mot de l'histoire. Et ce qui est intéressant avec cette introduction de Sirius dès le premier tome, c'est que si on a en tête ce moment et cette mention du nom de Sirius quand on découvre le prisonnier d'Azkaban, c'est intéressant que la mention, elle vienne de Hagrid, qu'elle soit, que le dialogue se fasse avec Dumbledore et McGonagall, qui sont du coup trois personnages qui sont vus comme, sur les deux premiers tomes, profondément justes, bons, gentils, etc. Et donc du coup, peut-être que quand on arrive au prisonnier d'Azkaban, on se dit mais Sirius Black, mais il a prêté sa moto à Hagrid, et si on se souvient de ça, on se dit pas que c'est quelqu'un de méchant, et peut-être qu'on va plus facilement remettre en question le fait que il est présenté comme un fou, un évadé, multi assassin, oui. meurtrier, récidiviste, etc. Je me dis que ça doit altérer un peu si on a cet élément en tête quand on découvre l'intrigue, parce que c'est pas du tout comme ça qu'on nous le présente, évidemment, dans le prisonnier d'Azkaban au début. Non, et moi je crois en plus vraiment, c'est le sujet de mon travail, hein, mais que Rowling elle éduque son lecteur, et donc elle lui a montré que Harry il est tout à fait capable de se tromper. Il s'est trompé sur Rogue dans le premier tome, il était persuadé que c'était lui qui voulait voler la pierre, et puis non. On s'est trompé sur Hagrid, alors pas Harry lui-même, mais plein d'autres gens se sont trompés sur Hagrid dans le tome 2 parce qu'ils se sont dit ah là là, mais en fait, si la chambre des secrets est ouverte, Hagrid a forcément quelque chose à voir puisqu'il était en cause la première fois.
Donc en fait, on sait, arrivé au tome 3, quand on est lecteur, que la première piste n'est pas forcément la bonne. Et que si on est attentif, on peut avoir des petits indices pour trouver la bonne piste. Et ça, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans le polar. Ouais. C'est la fausse piste, le leurre, celui qui semble être le responsable, le meurtrier dans les cas des polars, mais qui semble être le grand méchant, mais c'est trop évident pour que ce soit lui. Donc effectivement, on a Rogue, Sirius Black, Drago aussi qui est accusé d'être l'héritier de Serpentard. Ouais. Tout à fait. La chambre des secrets. Drago qui est un suspect idéal quand même. Et personne va supposer que c'est Ginny qui se fait manipuler, alors que pareil, il y a des indices qui s'accumulent aussi. Mais, ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, je trouve, dans le tome 4, où vraiment Rowling, elle pousse le vice jusqu'au point où le personnage sur lequel on doit enquêter, enfin le vrai coupable, en fait, il a le même nom qu'un autre. Donc ça, c'est génial. Or, l'autre, le père donc de Barty Croupton Junior, le Barty Croupton le senior, lui, il est criminel aussi. Lui aussi, il a quelque chose à cacher. Et on mène aussi l'enquête sur Ludo Verpé, parce qu'il a quand même l'air un petit peu bizarre. On se demande si c'est pas Karkaroff. On se demande si Rogue a pas quand même quelque chose à voir là-dedans, parce que bon, on se demande toujours si Rogue a pas quelque chose à voir là-dedans. Voilà, tout le monde est suspect. C'est génial dans le 4. Il y a un nombre de suspects qui est incroyable. Et le vrai coupable se cache sous un faux nom et il a le même nom qu'un autre. Alors ça, c'est merveilleux. Pour moi, c'est de tous, c'est le meilleur en termes policiers. Hein. Pas en termes... c'est pas mon préféré, mais d'un point de vue policier, c'est vraiment le plus intéressant, le tome 4. Et on le voit dans l'adaptation cinématographique, ça a été complètement éludé parce qu'ils ne pouvaient pas tout faire. C'est tellement complexe. Ça a été vraiment... Il y a des pans entiers, des chapitres entiers qui sautent, en fait, sur l'enquête policière du tome 4. Pour l'adaptation cinématographique qui est centrée juste sur le tournoi des 3 sorciers. Et du coup, sur cette dimension justement des personnages, l'heure qui détourne l'attention, et puis c'est un peu cette progression du 1 jusqu'au 4, on a l'impression que ça change après sur le 5, 6, 7, puisque là, on a... Voilà, on a... Ça y est, Voldemort est là, c'est le grand méchant, il est physiquement là, et il y a plus vraiment besoin d'avoir de l'heure presque, j'ai l'impression, je sais pas. Alors en fait, on touche là à la macrostructure, parce que bon, il y a des petites enquêtes dans chacun des volumes, et puis il y a l'enquête générale de qui a tué les parents de Harry et pourquoi. Alors c'est pas tant le qui, parce qu'on sait que c'est Voldemort, mais pourquoi. Et on va explorer le qui quand même, on va explorer les raisons de Voldemort et ce qu'il est pour avoir fait ce crime-là. Parce que bon, c'est un grand méchant, il tue plein de monde et tout, mais n'empêche que Harry, lui, ce qui l'intéresse, c'est pourquoi il a tué mes parents à moi. Qu'est-ce qu'ils avaient fait, quelles sont les raisons, c'est pas un meurtre, ce sont pas des meurtres gratuits, donc qu'est-ce qui s'est passé. Donc une fois que les 4 premiers tomes sont passés, que Voldemort est revenu, il va continuer à mener l'enquête dans les tomes suivants pour essayer de comprendre Voldemort. Et ça se ressent de manière très très forte, et c'est dit dans le tome 6, quand Dumbledore l'emmène à enquêter sur le passé de Voldemort pour essayer de comprendre et pour le vaincre. Ouais, là, c'est... Mais en fait, ce qu'on cherche, c'est les motivations. Parce qu'une fois qu'on a la mort de ses parents qui est là, pourquoi ? Quelles sont les motivations ? Qu'est-ce qui justifie ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou un autre, Harry ait subi cette perte ? Il y a forcément des raisons. Ça ne peut pas être juste le destin ou une prophétie. Il a besoin de comprendre, en fait. Et pour comprendre, il faut comprendre le meurtrier. Ouais, et du coup, c'est vrai qu'on a quand même on sent un tournant quoi, avec le 4. Mais mine de rien, le 5, effectivement, on explore le pourquoi avec l'histoire de la prophétie quand même. Et puis le 6, le qui est l'ennemi qu'on
qu'on va essayer Oui. de renverser avec le 7. Et le 7, pour le coup, on n'est plus vraiment dans une enquête, on est plus dans une quête tout court. Oui. Oui. Mais En fait, On a c'est quasiment toutes ça. les réponses, en fait, quand on arrive au 7, c'est d'une ça, et certaine on recolle manière. tous les morceaux du puzzle, et puis... Dans les 5 et 6, on cherche les mobiles du crime. Et dans le 7, après, voilà, c'est la course-poursuite de la fin, c'est comment on va faire pour choper le meurtrier. Parce qu'il y a toujours dans les romans policiers aussi, hein, Ouais. comment on va faire pour que le prochain crime n'arrive pas, en fait. Ouais. Après, ce que je trouve assez différent, par exemple, enfin, sur le tome 5, où bon, on cherche à comprendre le pourquoi et on finit, voilà, on a cette réponse avec la prophétie. Mais je trouve on sent moins l'intrigue, enfin, le questionnement tout au long du tome. Enfin, tout au long du tome, finalement, enfin, même si on découvre l'ordre du Phénix, la résistance qui s'organise parce que Voldemort est revenu, et tout ça, mais justement, j'ai l'impression que on a plus ce côté-là de voilà, on suit la résistance, on suit aussi la résistance qui s'organise en interne à Poudlard, suite à la désinformation du ministère, mais finalement, enfin, la prophétie, bah, On s'en fiche, en on sait fait. pas vraiment ce qu'on Oui, cherche. on On sait sait pas Ouais, qu'on pas. cherche une prophétie. On On cherche nous une mentionne voilà, arme. que Voldemort une cherche une arme. arme Ouais. Ouais. qui est au ministère, que l'ordre du Phénix garde, etc. Mais, on sait pas ce que c'est. Et a priori, comme on l'a justement déjà enfin, dans le coin, l'ordre du Phénix, il a déjà dans son camp. Il n'y a pas non plus de quête à ce niveau-là. Enfin, il n'y a pas il y a pas de choses, il n'y a pas d'éléments à élucider, en fait. Alors en fait, moi enfin, bon, j'étais un peu déçue quand je me rappelle très bien quand je l'ai lu et je me suis dit ah c'était ça l'arme en fait c'est pas une arme c'est juste c'est un élément C'est une que réponse. ouais c'est ça C'est une et en vérité. fait mais c'est ça mais je pense que Harry il cherche la vérité sur lui puisque la vraie question qui se pose pendant tout le volume c'est pourquoi est-ce que Dumbledore veut pas me parler. Pourquoi Ouais. est-ce que personne ne veut me parler? Pourquoi ça commence par ça? C'est vraiment cette espèce de colère énorme qu'il a parce que personne ne lui écrit, personne ne veut lui parler, personne ne lui explique. Et ça, c'est le motif principal quand même de ce roman-là. Et même par rapport à la prophétie, ça tourne autour de ça, puisque Harry s'en veut terriblement de faire ses cauchemars. Il se demande s'il n'est pas, s'il n'est pas le serpent, s'il n'est pas Nagini. Donc la question du tome 5, pour moi, elle est plutôt sur euh, en quoi est-ce que le meurtrier, donc Voldemort et Harry, sont liés. Ouais. Et donc là on s'éloigne de l'enquête en effet, on s'éloigne vraiment du Mm. policier. Mais je pense aussi, enfin après moi je trouve que le tome 5 est très très intéressant pour d'autres raisons d'un point de vue narratif, c'est qu'il me semble que c'est le moment où elle développe, elle reprend. Je suis persuadée, je sais pas si je l'avais dit la dernière fois, mais moi c'est vraiment une théorie que j'ai, que après le tome 4 elle a tout relu et elle a épaissi euh, la totalité parce que Ron et Hermione sont devenus tellement importants qu'il lui fallait recréer des personnages secondaires, qu'il lui fallait développer le monde encore plus pour nourrir son histoire. Et là, elle fait apparaître Ginny, Luna et Neville comme des personnages secondaires beaucoup plus importants que jusque-là. Mhm. Avec Et l'ordre du Phénix, enfin avec l'armée voilà. de Dumbledore, du coup. Ouais. C'est ça. Et c'est très intéressant parce qu'en plus, voilà, on avait un trio avec Harry, Ron et Hermione, et on a de nouveau un trio Luna, Ginny, Neville, avec en plus un côté assez marrant parce que Neville, il est pas, voilà, il est pas très doué, pas très bien dans ses baskets, il correspond quand même pas mal à Ron. Ginny, c'est la grande copine d'Hermione, elle est maligne, elle réfléchit, bon, voilà, elle va bien avec Hermione. Et puis Luna, elle est un peu décalée, elle comprend très bien Harry et ils s'entendent très bien, quoi. Donc on a cette impression que elle a recréé un deuxième trio en fait, qui et les trois personnages principaux, enfin Harry était le personnage principal, Ron et Hermione ont acquis peu à peu la place de personnages principaux, et du coup il lui faut de nouveau des personnages secondaires. Et donc, dans ce tome, dans ce tome 5, elle peut pas, comme dans les autres, créer une structure assez simple de roman policier, j'enquête et puis je trouve, et puis voilà. Elle est obligée de développer plein plein d'autres choses en fait. Ouais.
Enfin, en tout cas, voilà, moi, c'est ma façon de l'interpréter. Je pense que c'est un thème, c'est un tome qui est extrêmement riche, vraiment très très intéressant et qui part un peu dans tous les sens, mais qui en fait est. Voilà, parce qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de choses à raconter et tellement de choses à mettre en place pour que les tomes 6 et 7 soient efficaces que elle fait un énorme pavé bourré de trucs. C'est le plus gros, hein, je crois, des 7. Le 5, ouais. Ouais. Mais et c'est vrai que je pense que, enfin, voilà, tu dis aussi qu'il y a eu voilà, un basculant, et ça, enfin, on en parlera peut-être un peu après, mais voilà, ça va aussi avec cette idée, bon, il y a ce tome, il y a le tome 4 qui est pivot, et cette deuxième partie de la saga, tome 5 6 7 enfin, la dynamique voilà, est très différente, et ça se ressent aussi, effectivement, au niveau des nouvelles introductions de personnages, etc. Ça correspond aussi avec toute cette structure qui a été mise en place, et le point de rupture que constitue le tome 4. Oui, d'autant que alors ça marche pas seulement avec le trio Ginny, Luna, Neville, ça marche aussi avec les frères Weasley, par exemple, les jumeaux, ils prennent une grande importance dans ce tome Oui, 5. Jusque-là, ils étaient rigolos, ils étaient marrants, mais on les connaissait pas tant que ça en fait. oui, Là, c'est vrai. là, on apprend à les connaître beaucoup plus. Le monde lui-même se développe. Dans le podcast que vous avez enregistré avec Anne Besson et qui était passionnant, elle dit que au-delà des personnages, Rowling, elle a vraiment construit un univers. Et alors dans le tome 5, on se fait très très plaisir quand même, hein. Parce que on va à l'hôpital, on va à Ouais. Londres, on découvre plein de choses nouvelles en fait. C'est vrai qu'il y a, voilà, il y a le ministère de la Magie qui est un tout Ouais, nouveau lieu, il y a bon, effectivement l'hôpital Sainte-Mangouste, il y a le quartier général de l'Ordre du Phénix, et même enfin, dans Poudlard, on explore on explore des endroits au niveau de Poudlard qu'on connaissait pas ou peu. Enfin, il y a oui, avec les elfes, hein. C'est avec génial ça. alors on avait déjà quand même un peu les elfes de maison dans le tome 4. Oui, Euh, mais là, oui, c'est vrai, avec Winky et... ouais. ouais, ouais. Mais avec la salle sur demande. Mm. Quand enfin on a aussi bon Firenze qui vient enseigner la Oui, divination, et qui nous donne aussi un autre côté de l'enseignement à Poudlard, mais même au niveau de Préolard aussi, parce que là, enfin, on y est déjà allé, mais la tête de sanglier, le salon de thé de Madame Pied-Dodu, enfin c'est aussi des nouveaux lieux qui viennent s'ajouter, qui viennent épaissir un peu le Préolard qu'on connaît, qui était un peu réduit aux trois ballets et aux Nédux jusqu'ici, quoi. oui. En fait, c'est comme si tout d'un coup, voilà, elle nous faisait plaisir. Elle nous disait, ah bon, alors ça vous plaît, ça vous intéresse, allez. Allons Ouais. nous balader un petit peu plus, allons voir d'autres choses. Mais oui, mais Euh, c'est à double. Enfin, parce qu'on sait aussi, enfin, pour beaucoup de lecteurs bah, de notre génération, comme on suit aussi, et il y en a beaucoup quand même qui ont calé sur le tome 5, où la lecture a été plus oui, difficile que les quatre premiers, parce que, bon, évidemment, c'est plus épais, c'est plus compliqué, et alors certes, ça nous fait plaisir, enfin, mais en même temps, ça nous fait aussi un petit peu sortir de notre zone de confort par rapport au rythme qu'on avait sur les quatre premiers, même si le 4 nous avait déjà peut-être un peu secoué. mais, oui. euh, mais quand même, là, Mais on est... le 4 il est très simplement organisé. Vraiment, moi On se j'avais laisse eu porter, hein, l'occasion, voilà, ouais. j'avais eu l'occasion de travailler sur la différence entre le livre et l'adaptation cinématographique. C'est pour ça que je le connais bien. En fait, c'est très simple. Tous les passages d'enquête sont dans certains chapitres et tout ce qui est tournoi des trois sorciers est dans d'autres chapitres. Donc, pour l'adaptation cinématographique, le réalisateur a simplement enlevé des chapitres. Voilà, des chapitres complets. Donc la structure est assez simple, on saute de l'un à l'autre, c'est un petit peu comme quand on lit Seigneur des Anneaux, voilà, il y a un chapitre pour Frodon et puis un chapitre pour les autres, quoi. Euh, alors que là, dans le tome 5, tout est mélangé, le policier n'est vraiment pas prédominant, et du coup on sait pas trop où on va. Et je pense que c'est surtout au niveau de la structure narrative qu'elle a perdu un peu les gens. Mm. Enfin, en tout cas, c'est mon hypothèse. Je pense que y a tellement de choses, c'est tellement foisonnant, on a du mal à retrouver les repères. Et les repères qu'on avait en plus avec Halloween, avec Noël, les vacances, ils sont plus flous là. Oui, et puis ou alors ils On- sont gâchés parce que bon,
quand même, Oui, Le Noël du tome 5, il est quand même un peu dur, quoi. Donc, oui. c'est... Et puis il est très long, il s'étend vraiment en longueur en fait. Enfin là, en le relisant, je me suis dit, mais finalement c'est très très long, il y a quand même beaucoup beaucoup de choses dans ces vacances de Noël. Alors que normalement, Noël, la pause, ouais. c'est une journée, quoi. C'est un moment. Et là, en fait, c'est un espèce de Noël super long qui dure le temps en fait, euh, de la convalescence de Monsieur Weasley. Ouais. Ouais. Mais surtout au niveau du top 5, moi, ce qui m'avait beaucoup marqué à l'époque quand je l'avais lu, c'est le temps que met Harry à arriver à Poudlard. Parce qu'on on a Oui, toujours, voilà, un petit, ça commence avec les Dursley, et puis il part, alors, ou chez les Weasley, ou sur le chemin de traverse, etc. Et puis assez vite, il va à Poudlard. Là, sur le début du tome 5, j'ai plus le nombre de pages exactes en tête, mais il me semble qu'il y a quand même plus de 200 pages avant qu'on oui, arrive à Poudlard. Avec, enfin voilà, entre bon, les mésaventures avec Dudley et les détraqueurs, oui. ensuite le square Grimaud, l'audience du ministère de la Magie, Ouais, etc. ouais, Bon, c'est des moments qui sont intéressants et qui font aussi, enfin voilà, et qui donnent une certaine maturité aussi au récit et qui introduisent plein de choses super importantes pour la suite. Mais je trouve que, enfin, moi, c'était vraiment le changement de rythme qui m'avait le plus marqué et le plus perturbé. Parce que j'étais habituée à aller à Poudlard beaucoup plus vite que Parce ça. qu'elle ne respecte pas la structure. En fait, la structure de chacun des tomes est très simple. Elle est calée sur l'année scolaire et sur les saisons. Donc voilà, on arrive, c'est l'été, et puis vite on arrive à Poudlard pour le 1er septembre. Et puis c'est assez long, le mois de septembre en général. Ça, il y a Halloween. Entre Halloween et Noël, ça passe assez vite. Noël est un cap, c'est assez important, c'est souvent au milieu. Il se passe plein de trucs. Les résolutions arrivent vers la fin de l'année scolaire, hein, comme les conseils de classe pour savoir ce qui se passe dans l'année supérieure. Et puis voilà, ça y est, c'est nouveau l'été. Là, on a un été très, 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 très long, quoi. Et il se passe en effet beaucoup, beaucoup de choses pendant ces vacances d'été, et c'est pas normal par rapport à d'habitude. Et elle place beaucoup de choses pour la suite, beaucoup d'éléments qui, en les relisant, mais pas en relisant le tome 5, en relisant quand on a eu le tome 6 et 7, sont compréhensibles. En particulier, par exemple, le médaillon. Pourquoi il Oui. passe autant de ouais, temps à nettoyer les armoires? Parce qu'elle place le médaillon dedans. Or, le médaillon, finalement, c'est seulement au tome 6 qu'on en entend parler. ouais. Et donc, on rompt avec quelque chose qui était la règle jusque-là, c'est-à-dire qu'il y avait des choses du début, on ne savait pas trop où ça allait, mais à la fin, on avait la réponse. Or là, il y a des réponses qu'on n'a pas à la fin du tome 5. Il faudra attendre le tome 6 pour les avoir. Et ça, Mais c'est assez étonnant en fait. c'est vrai que le tome 5 presque pose plus de questions à la fin qu'il n'apporte de Oui, réponses. ouais. Et à nouveau, c'est pas ce à quoi on était habitué, en fait. Ça change. Et Non, mais je surtout, pense qu'elle enfin, a, pour voilà, elle un, a voulu pour un, s'amuser et puis ça pour un nous a tome qui avait déboussolés. été autant attendu, en plus, enfin, voilà, à l'époque de la sortie des livres, il y a Oui, 3 ans d'attente pour avoir le tome 5 et puis on arrive, et puis on a encore plus de questions. Et, euh, ah, Ouais. c'était et c'est terrible, vrai hein. ouais. Mais c'est vrai C'était assez terrible. ouais, ouais, oui. Mais Mais c'est là vrai encore, pardon, vas-y, oui, oui, non, excuse-moi. non. Non, non, bah, non, non, vas-y, parce que je voulais faire une Oui, juste transition, je donc. voulais, je voulais rebondir sur la théorie de la réception dont on parlait tout à l'heure et sur la façon dont on perçoit les choses. Quelqu'un qui les découvre aujourd'hui, il n'aura pas forcément le même rapport. Mais Ouais, en effet, de rappeler que nous, on a attendu pendant 3 ans ce tome 5 et qu'en fait, il posait de nouveau des questions et qu'il fallait encore qu'on attende, alors qu'on l'a dévoré très vite, hein, même s'il était gros, voilà, on l'a lu beaucoup plus vite qu'il n'aurait fallu. Et on avait beau le relire, il nous manquait beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Alors qu'on avait l'habitude, dans les autres volumes, d'avoir toutes les réponses à la fin avec Dumbledore. Parce que ça, c'est la structure habituelle qu'elle utilise, hein. C'est euh, on mène différentes enquêtes et si le lecteur n'a pas bien compris, c'est pas grave, Dumbledore va lui expliquer à la fin. Voilà. Or là, Dumbledore, il n'explique pas tout. bah oui, il explique Ouais. beaucoup. On se dit, mais pourquoi il nous l'a pas dit plus tôt? Et Oui, d'un autre côté, il dit, ouais, mais là, maintenant, c'est bon, tu peux plus nous avoir, Dumbledore. On a bien compris que tu nous caches la moitié des choses, quoi. Mais pour moi, je pense que le tome 5, il est vraiment symptomatique de quelque chose dont on a commencé à parler.
Mais sur cette histoire de cycle, là, pour le coup, de progression, c'est que tout ce dont on a parlé, pour moi, je pense que c'était... Bon, il y a des choses qui sont, comme tu disais, Silène, peut-être des tests pour revoir la structure, mais je pense que c'est aussi le rendu que ça a eu sur nous, lecteurs. Ça nous a vraiment plongé dans un moment de l'adolescence qui est particulier, quoi. Où et tout ce dont on a parlé, de se poser plein de questions et de jamais avoir assez de réponses, d'avoir le temps, l'impression de temps qui s'étire, de l'été qui n'en finit pas, d'être un peu déprimé ou voire très déprimé, Enfin, c'est l'adolescence, c'est la crise d'ado, et ça, en fait, elle a réussi à le rendre dans la structure même du livre, quoi, pour nous faire vraiment rentrer dans la tête de Harry. Et en plus, quand on a la chance d'avoir 15 ans, ou je sais plus, quelle année il est sorti, le 5 2003. Ouais, donc entre 13 et 15 ans, on a eu le bon âge pour être exactement dans le même état d'esprit. Bah ouais, mais ça fait qu'à la fois on est dedans, mais à la fois on n'est pas à l'aise, quoi. Mais c'est normal, parce que Harry non plus, il n'est pas à l'aise, quoi. Donc c'est vrai que ça, c'était quand même un sacré... Et bon, ça nous permet de revenir sur quelque chose dont on a déjà parlé avec Anne Besson, mais cette progression qu'il y a et qui fait qu'on n'est pas dans une série, mais dans un cycle. Je ne sais pas si tu veux revenir là-dessus, Silène. Oui, je pense que en fait, ce qui est passionnant quand on étudie les structures, c'est que, on l'a dit, il y a dans chacun une structure précise, et puis il y a une structure d'ensemble. Et puis, il y a quelque chose qui est extrêmement novateur dans son œuvre, c'est que on suit l'ado, on suit le lecteur, on a c'est même plus que ça en fait, parce qu'on pourrait suivre l'ado, il y a d'autres histoires qui peuvent suivre un jeune garçon ou une jeune fille et qui le voit grandir, ça, mais dans la façon même dont c'est construit et dans les thèmes et dans la manière dont c'est traité, c'est différent en fonction de l'âge de Harry. Et donc, on a les tomes 1 et 2 qui sont mignons. Bon, le tome 2 fait plus peur que le premier, mais c'est pas quand même terrifiant. Le tome 3 est quand même beaucoup plus inquiétant. Le tome 4 est terrible, il y a quand même un mort, et puis voilà, l'adaptation cinématographique ne rend pas vraiment justice aux aspects très sombres finalement du tome 4, parce qu'il y a quand même des choses qui commencent à apparaître qui sont difficiles, et puis le tome 4 le tome 5 est brouillon, part dans tous les sens, c'est vraiment l'adolescence complètement paumée, Harry il est perdu, et nous on est un peu perdus aussi, et puis le tome 6, ça y est, on est presque au bord de l'âge adulte. On arrive à ce moment où Harry voilà, il découvre ses sentiments pour Ginny, et Ron accède aussi à une forme de maturité, mais bon, pas aussi rapidement. Et puis dans le tome 7, ça y est, c'est l'âge adulte qui va arriver. Que moi, je vois vraiment à partir du moment où Dobby meurt, où là, il y a une bascule. Ça y est, Harry est adulte, il sait ce qu'il doit faire. Ouais. Et alors, au-delà de l'histoire, les livres sont conçus et sont organisés en fonction de l'âge de Harry et de ses préoccupations et de son évolution psychologique. C'est incroyable. Ça, c'est complètement nouveau. Elle va de plus en plus dans des choses complexes, Rowling, au fur et à mesure de l'âge de Harry et donc de l'âge des lecteurs. Et plus ça va, plus on fait des boucles et des nœuds, et plus on a l'impression que voilà, c'est entremêlé, mais parce que le lecteur est de plus en plus grand et de plus en plus capable de comprendre. Et qu'elle l'a éduqué, et qu'elle l'a poussé, qu'elle l'a amené peu à peu à être un lecteur actif, intelligent, qui mène l'enquête, et qui est de plus en plus grand, voilà. Et qui a peut-être moins besoin justement du cadre qu'elle a établi tout au long pour suivre sa lecture. Mais même du coup, même si elle lui fait plaisir, hein, elle continue à lui faire plaisir jusqu'au bout, parce que même dans le tome 7, on n'est plus à Poudlard, il y a quand même Noël.
Mm. Il y a quand même des petits rappels, des petites choses qui nous font dire ah oui quand même, si je retrouve les petits éléments de l'année, les saisons on les voit bien, et puis on revient à Poudlard quand même, et puis quand on revient à Poudlard on revoit tous les lieux mythiques. Euh, c'est hyper intéressant parce que elle, elle tient compte quand même du fait que le lecteur, même s'il grandit, ça reste un enfant qui aime bien retrouver des petits doudous, des petits trucs quoi. Mais justement, enfin, moi, par rapport à ce tome 7, moi, ce qui m'avait beaucoup marqué et ce qui me marque à chaque fois que je le relis, c'est ce que tu parlais tout à l'heure du fait qu'à la fin du tome 5, enfin, voilà, il discutait avec Dumbledore et que pour une fois, Dumbledore n'apportait pas enfin, toutes les réponses. Et je trouve que justement, cette discussion avec Dumbledore à la fin du tome 7, ouais, elle me marque beaucoup à chaque fois parce que pour le coup, je trouve que c'est une grosse facilité littéraire parce que, enfin voilà, Dumbledore est mort depuis un an. Harry est dans un espèce de, voilà, de limbe entre la vie et la mort. Et dans ces limbes, il voit Dumbledore qui lui donne les réponses de tout ce qu'il a toujours voulu savoir. Voilà, on s'attend presque à ce qu'ils finissent par 42 et puis c'est tout. Et, et, et ça, pour le coup, je me dis à chaque fois, ok, bon, on sent qu'elle avait besoin de donner des explications et que il fallait que ça passe par, et qu'elle avait besoin que ça passe par là. Et autant qu'il y a certaines indications qui arrivent à ce moment-là précis, euh, c'est nécessaire pour la suite pour comprendre pourquoi il est pas mort et pourquoi enfin, comment en fait vraiment tuer Voldemort, et etc. Mais, mais je trouve que je me suis toujours dit que j'aurais aimé qu'il y ait ce type de discussion ait lieu avec le portrait de Dumbledore Mm. à la fin, une fois qu'en fait, peut-être que finalement Harry s'est débrouillé tout seul et qu'il n'avait pas besoin du pep talk de Dumbledore pour aller affronter Voldemort et qu'il y a des choses voilà, qui auraient pu venir par un biais plus classique entre guillemets. Enfin voilà, la discussion avec le portrait, c'est quelque chose dont on a eu l'habitude jusqu'à ce moment-là. Enfin, et il y en a quand même une à la fin brièvement quand il parle de sa baguette, etc. Oui, mais mais c'est mais très rapide. c'est ça, c'est pas un moment Essentiel, ouais. emblématique Mm. quoi. Non, mais Euh, tu as raison, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, d'autant que, en plus, dans le tome 6, Rowling a vraiment pris le temps de montrer que Dumbledore faisait confiance au sens d'enquêteur de Harry. Parce que quand il lui montre dans la pensée les différents éléments, si on relit ces scènes-là, on s'aperçoit il est très fier que Harry trouve les indices tout seul. Il l'engage à chercher les mm, indices et il en est très content. Il lui dit ah oui, t'as reconnu le nom d'Elvis, c'est bien. Ah en effet, tu soupçonnes qu'il y avait quelque chose avec la bague. C'est très intéressant. Donc il est très content et Très félicite. pédagogue. Voilà, il félicite Harry. Et donc pour moi, il félicite le lecteur. Et du coup, c'est vrai, tu as raison, ça aurait été Ouais, finalement assez intéressant que dans le tome 7 elle laisse Harry se débrouiller plus et donc en fait qu'elle laisse le lecteur se débrouiller plus. mais je pense que pour Harry, et l'indice, là, c'est la fameuse, c'est ma citation préférée. Oui, C'est bien sûr que ça se passe dans ta tête, mais ça veut pas dire que ouais, c'est pas réel. Euh, c'est Enfin, ma c'est pas à citation Dumbledore. préférée aussi. Ouais, c'est pas à Dumbledore qui parle à ce moment-là, Harry, c'est vraiment à lui-même. Et il a matérialisé Dumbledore parce que c'est ce dont il avait besoin à ce moment-là. Mais Ouais, toutes les réponses que lui apporte Dumbledore, c'est des choses qu'il savait déjà, soit qu'il savait déjà, plus ou moins consciemment, soit ouais, qu'il projette sur Dumbledore. En gros, Dumbledore se présente tel que Harry a envie enfin, oui, de la le manière voir. idéale pour qu'Harry fasse la paix avec son mentor, quoi. Qu'il s'excuse, Exactement. qui montre son émotion, que toute l'histoire avec la famille de Dumbledore, je sais pas à quel point c'est des choses nouvelles qu'apporte Dumbledore ou si c'est Harry qui dit bon bah voilà, Dumbledore c'est un humain, il a dû ressentir ça et ça et ça vis-à-vis de sa sœur, vis-à-vis de Grindelwald, vis-à-vis de tout ce qu'on veut. Mais alors voilà, c'est peut-être une interprétation, mais
je pense pas que ce soit le vrai Dumbledore à qui il parle. Non, non, bien sûr, enfin, je suis d'accord dans ce sens-là, mais enfin, ça reste enfin, très symbolique de la longue discussion avec Dumbledore qui explique Oui, tout, oui, en oui, c'est fait. ça. Mais je trouve ça assez joli, métaphoriquement, que cette dernière longue discussion, certes, c'est Dumbledore, mais au final, c'est Harry à sa conscience, quoi, face à lui-même. Et que c'est lui qui fait le choix de rester, c'est lui qui... Enfin, mais effectivement, par contre, et puis il projette voilà, tout ce qu'il aurait aimé que Dumbledore lui dise avant, quoi. Mais c'est vrai que concrètement, il avait déjà tout ce qu'il faut, il avait déjà toutes les réponses, il avait déjà tout compris, quoi. Mais peut-être Mais je pense que qu'effectivement, là, en fait, et ton interprétation est très belle et très intéressante aussi, mais pour vous essayer de vous mettre d'accord, en fait, je crois que c'est vraiment une question là de structure narrative, c'est qu'à un moment ou à un autre, il faut que l'autrice apporte des éléments de réponse par le biais de Dumbledore pour ouais, le lecteur qui n'est pas capable de mener l'enquête. On est quand même, alors maintenant que Harry est là et qu'on est habitué, en plus nous on est des fans, donc forcément ça, on a l'impression que c'est normal. C'est très nouveau qu'en littérature de jeunesse comme ça, on pousse le lecteur à être aussi actif, à mener autant l'enquête. Donc je pense que quand elle crée tout ça, qu'elle conçoit tout ça, à un moment, il faut aussi que pour les lecteurs qui, eux, sont pas aussi intéressés par le fait de mener l'enquête, il faut qu'elle donne des réponses claires. ouais. Il faut qu'il y ait un moment de résolution, comme dans n'importe quel policier. Mais il y a combien de policiers où on se dit, bon, où on saute même des pages, des fois en se disant, non mais c'est bon, les éléments, je les avais en fait. Enfin, J'ai tout euh, compris. voilà. Et justement, Donc, c'est quelque chose qui n'est pas là dans les romans policiers de Robert Galbraith, pour le coup. mm, Parce que enfin, c'est vraiment des intrigues qui sont très denses. Et alors, je ne les ai pas tous lus, j'ai lu que les deux premiers. Mais j'ai eu enfin, des échos des deux suivants, et a priori, c'est le même principe. C'est-à-dire que, enfin, il n'y a aucune personne que je connais euh, qui avait percuté qui était à chaque fois le responsable, le meurtrier, et que justement les indices sont tellement disséminés et il y a tellement de fausses pistes que c'est quasiment impossible de, de vraiment avoir tous les éléments, enfin voilà, pour le lecteur de vraiment reconstituer le puzzle de lui-même. C'est... après, les Harry Potter, ils sont faits pour la jeunesse Oui, bien sûr. et voilà. Et moi, je suis vraiment persuadée qu'elle a une volonté pédagogique. Je Ah oui, pense oui, que non, bien sûr. vraiment, elle éduque son lecteur et que donc elle peut pas trop le frustrer, ce qu'on peut faire facilement avec des adultes en fait. Au Ouais. contraire, l'adulte il est content, voilà, il y reviendra et donc elle a dû s'éclater et peut-être qu'elle-même était frustrée par contre d'être obligée de faire les passages de Dumbledore à la fin. Mais non, et puis dans le tome 7 en fait, à mon avis, et dans la structure, elle travaille sur toute autre chose. Et du coup, le fait de redonner des éléments repères, c'est important parce que par ailleurs, elle nous a tellement déboussolés en changeant complètement le cadre et le lieu que c'est important qu'elle nous redonne certains éléments quand on revient à Poudlard, en fait. Enfin, en tout Oui, cas, je l'interprète comme ça. C'est qu'en fait, les 6 premiers tomes se passent exactement tous de la même manière. Voilà, on est à l'école, il y a l'année scolaire, etc. Et puis dans le tome 7 tout d'un coup, rupture, on sort de l'école. Et c'est très compliqué. Alors on respecte l'année scolaire. D'ailleurs, elle rappelle régulièrement que voilà, c'est la rentrée, c'est les vacances. Enfin, on suit quand même l'année à distance. Mais n'empêche qu'elle elle nous déboussole par rapport à l'organisation temporelle et spatiale. Et puis elle nous déboussole aussi énormément parce que jusque-là, on avait un schéma de personnages assez simple. On avait le méchant et le gentil, et puis voilà, des adjuvants et des opposants. Et là, on s'aperçoit que le méchant, en fait, il fait partie d'une longue lignée de méchants. Il y en a eu d'autres. Et il y a une grille de Valt avant, puis il y en a eu d'autres encore avant, et finalement la baguette de Suro, c'est une arme qui se transmet.
Et puis, Voldemort lui-même, voilà, bon, c'est un méchant, mais il y en a eu sans doute des pires avant, et puis il y en aura peut-être d'autres après, en fait. Donc, elle nous déstabilise tellement que ça me semble naturel et assez rassurant, si elle est toujours dans l'idée de s'adresser à la jeunesse, de replacer Dumbledore à la fin et de respecter quand même certains principes qu'elle avait posés depuis le début. Oui, et puis oui, ça reste une série parmi tous les genres qu'elle convoque. Il y a cette dimension de roman d'apprentissage qui est justement du fait que c'est adressé à la jeunesse. Faut pas que la fin soit trop ambiguë. Faut que le message y passe. Et bon, on aura l'occasion de le mentionner, on aura l'occasion d'y revenir dans d'autres épisodes, mais voilà, le message, la manière dont elle nous amène jusqu'à voilà, la décision de Harry face à la mort, etc. C'est à ça qu'elle a préparé le lecteur pendant 7 tomes. Et donc, ça peut pas être ambigu, ce passage-là, quoi. Parce que faut qu'aucun lecteur ne passe à côté du poids de ce moment-là, quoi. Et même les lecteurs qui se seront laissés porter sans être aussi actifs qu'elle a essayé de pousser, il faut pas que ce lecteur-là se méprenne sur le message, le message de la saga, quoi. Donc, surtout que, justement, il y avait eu déjà pas mal de... et il y a toujours beaucoup de débats sur... voilà, comment... tout le monde ne comprend pas comment Harry a vraiment survécu, parce que, voilà, c'est encore quelque chose qui n'est pas forcément très clair pour tout le monde. Il y a plein de... Chacun, des fois, va un peu de sa propre interprétation, mais il y a, voilà, tout cet enchaînement-là n'est pas forcément limpide, même si justement il y a des petites explications, ouais. mais ça reste pas évident, parce que voilà, j'ai lu énormément de posts de gens dessus qui disaient mais alors attends, est-ce que Harry était vraiment le maître de la mort, ou est-ce que c'est autre chose? C'est plus compliqué que ça. Et du coup, voilà, à nouveau, c'est normal, parce que quand voilà, pour les lecteurs qui disent ça et après adolescence, c'est compliqué à saisir, mais c'est d'autant plus important qu'il y ait des choses qui soient bien expliquées clairement, parce qu'il y a toujours voilà, des choses comme ça qui, même avec des explications, restent un petit peu floues et ambiguës. Moi, je me demande aussi vraiment par rapport à ce tome 7, et c'est le sentiment que j'avais eu dès ma première lecture, c'est est-ce qu'elle s'est pas trop pressée? Il est paru plus vite, il me semble. Et je sais pas, non, enfin, moi j'ai eu l'impression en le relisant que il manquait de polissage, quoi. Bon, après, c'est peut-être l'écrivain qui parle, hein. Moi je ressens que il est moins abouti, il est pas de beaucoup, hein. Il reste majestueux et je l'aime beaucoup, ce tome 7, mais voilà, elle a peut-être pas travaillé autant que les autres, alors qu'il méritait plus de travail, parce que c'était le dernier quand même. A priori, en termes il n'a pas été publié beaucoup plus tôt. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans d'écart entre le tome 6 et 7, et il y avait eu 2 ans entre le tome 5 et 6 aussi. Finalement, il y a vraiment que le tome... il y a vraiment qu'entre le tome 4 et 5 où il y avait eu un grand écart, mais il y avait eu beaucoup de choses qui avaient été lancées entre-temps, puisque elle s'était mariée, elle avait eu des enfants. Mais tous ces auteurs qui font autre chose que d'écrire, franchement, c'est ça. Et il y avait comme la production des films qui avait été lancée. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui s'étaient passées. Mais effectivement, je vois ce que tu veux dire sur le tome 7. Et après, peut-être que c'est justement ce cadre qui est si différent qui donne l'impression que y a quelque chose qui manque un peu. Et parce que peut-être avant, on a vu un top 6 qui était quand même assez... niveau structure, il était quand même assez impressionnant, quoi. Mais... Enfin, en tout cas, moi, je l'aime beaucoup aussi. Je les aime tous, hein. Franchement. En fait, le problème, c'est que plus j'y retourne, et plus on en discute en plus de manière sérieuse, analytique, etc., plus je me dis, mais waouh, quand même, dans chaque tome, il y a des trucs qui sont...
Mais c'est Oui, vrai que le 6, il est quand même... Si on pense au fait qu'elle n'a pas passé plus de temps, même moins de temps que sur le 5, on sentait que le 6, il était en préparation depuis longtemps, quoi. Oui. Qu'elle l'avait déjà, elle savait déjà... C'est bon, mais ça d'ailleurs, on va peut-être en reparler juste après, mais elle a parlé du fait que les intrigues entre le 2 et le 6 auraient pu être... Enfin, elle avait pensé à... En écrivant le tome 2, elle avait pensé à des choses qui seront finalement développées dans le 6. Donc, on sent que, ah, ça y est, c'est bon, c'est le moment, je vais pouvoir parler du prince de sang mêlé, je vais pouvoir parler du passé de Les Voldemort. J'avais Horcruxes. déjà des Horcruxes, le truc que j'ai dans ma oui. manche depuis le tome 2. C'est bon, ça y est, c'est le moment. Mm. Mais, Ouais. Et pour revenir, je pense, sur le tome 7 très rapidement, aussi, je pense que peut-être ce qui joue aussi, c'est un peu comme pour le tome 6, c'est qu'il y avait peut-être beaucoup de choses qu'elle avait déjà en tête, qu'elle avait déjà écrit, et donc, enfin, il y avait, pour le coup, en fait, j'ai l'impression que le tome 7 a moins de, de petites intrigues secondaires, de petits détails. Enfin, moi, ce que j'aime beaucoup Oui, tu as dans les raison. premiers tomes, et particulièrement dans le tome 4 et 5, c'est le côté vie à Poudlard, le quotidien. Les soirées où ils se tapent la tête contre les murs parce qu'ils n'arrivent pas à finir leurs devoirs. Oui. Enfin, je trouve que c'est ce côté-là que j'adore et qui est génial. Il y a vraiment un côté cocon et doudou. Euh, que pour le coup, je retrouve pas du tout dans le tome 7. Alors, en dehors du fait qu'ils sont pas à Poudlard, mais je trouve on n'a pas beaucoup de moments un peu, On un n'a peu plus pas, léger, oui, un peu, enfin, pas dans le sens qui sert à rien, parce que ça ne sert jamais à non, rien, mais qui sont plus là pour pour nous étoffer un peu, amuser, c'est voilà, pour ça. donner un peu d'épaisseur, en fait, Mais aussi. ouais, tu as parfaitement raison, parce qu'il y a très peu de sous-intrigues. Il y a le miroir, on se demande à qui est Ouais. l'œil, mais c'est pas très rigolo hein, comme histoire. Et puis voilà, en fait, il y a, Bah, il y a plein de choses. un peu le mystère des legs. Enfin, au début, voilà, Oui, oui, pourquoi pourquoi il... Dumbledore a légué le vif d'or. Bon, il y a la phrase, là, je m'ouvre au terme, qui s'affiche, mais finalement, enfin, Oui, mais on comprend on qu'il le y a la sait pierre de dès le début. résurrection, qu'à la fin. C'est ça, En fait, on le sait dès le début, puisqu'il fait exprès de pas l'embrasser devant le ministre. Donc, bon, en gros, il n'y a pas vraiment d'enquête. Euh, Non, on non, sait on se d'emblée, demande quoi. juste pourquoi, en fait. Oui, ouais. C'est vraiment ça. Hmm. Ouais, mais mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui rythme tout le... Non. Mais c'est vrai que c'est pour en revenir, si on veut réappliquer ce qu'on disait tout à l'heure de la progression en lien avec les âges aussi, on pourrait voir ça aussi comme assez symptomatique de, bah, comme on disait, l'âge de jeune adulte, quoi. Le mm, moment où bah, on perd ses repères bien confortables de l'année scolaire, de pas avoir trop de choses à s'occuper finalement que nos petites... et du coup, on peut s'intéresser Enfin, on peut avoir l'impression que se taper la tête contre le mur pour finir ses devoirs, c'est quelque chose qui est au centre de notre vie, quoi. Mais, mais au final, et voilà, puis il y a le fait qu'ils soient très isolés, ils ont plus aucune vie sociale du fait de leur aventure. Mais ça, c'est quelque chose qui est assez, qui peut être parlant aussi pour pas mal de jeunes adultes ouais. qui Oui, partent tout à fait. au moment où ils partent de chez eux, au moment où ils changent de ville, ou au moment avec ce moment d'isolement qui est assez, encore une fois là, c'est assez, Et puis en fait, on a des micro-enquêtes, ce qui est assez déroutant par rapport à d'habitude où on a des enquêtes sur toute l'année. Là, quand on arrive, par exemple, chez les Lovegood, on sent qu'il y a quelque chose. Ça se résout assez vite, mais quand même, pendant tout le chapitre, on peut mener l'enquête. Quand on arrive à Godric Solo, c'est pareil. Dès le début, on sent qu'il y a quelque chose, on a des petits indices, des petits trucs, et puis au fur et à mesure, on arrive vers la résolution. Donc il y a quand Mm. même un système d'enquête qui revient, mais c'est très rapide, c'est très court. Oui. Mm. Après, après si on a alors le ouais, passé de. Oui, pardon. J'allais dire, ouais on a le passé de c'est Dumbledore ce que j'allais qui est dire. un peu voilà, en Ouais, toile de fond sur. Enfin voilà, Harry dit, voilà, choisir de croire ce que Dumbledore lui a dit, ou voilà, croire, enfin justement, qu'il y a beaucoup de zones d'ombre sur son passé, mais
Et c'est vrai que c'est pas Mais fun à c'est suivre, quoi. C'est non, intéressant, mais c'est pas vraiment le genre de choses où t'es genre, ah ouais, en fait, à chaque fois qu'il se penche sur cette micro-intrigue, ça nous déprime encore plus. On se dit, mais c'est pas vrai. non seulement c'est pas forcément fun, mais en plus c'est très dilué. Ouais. Et on a du mal aussi à. Enfin, je me souviens avoir eu du mal à voir où est-ce que, à ma première lecture, où est-ce qu'on voulait en venir avec cette Ouais, histoire. Enfin, je me dis, bon, est-ce que c'est vraiment juste Dumbledore est pas là et donc il faut en parler et il faut trouver un moyen de rattacher aussi un peu les wagons avec Poudlard, avec le monde connu et les personnages connus qui sont pas là et dont l'absence se fait sentir. Mais, ouais, moi, c'est vraiment cette sensation dont je me souviens de la première lecture, quoi. C'est oui, bon, ok, mais Mais en fait, c'est moi, j'ai pas. Ouais. l'impression que on avait tellement d'attentes. Elle nous avait tellement bien élevés avec ces 6 premiers tomes que c'était très casse-gueule ce dernier. Et finalement, forcément, il y avait des choses qui étaient décevantes. Mm. Et d'autres géniales, quoi. Et, euh, et moi, j'ai pris plus de plaisir, je pense, à la relecture. Parce que j'étais Ouais. tellement pressée d'avoir la fin. Qu'il y a des moments où ça m'agaçait, je me disais bon mais ça va, c'est bon, Dumbledore on a compris, il était bizarre en fait, et ok on y arrive quoi, on va où est-ce que... Et je voulais savoir. Et j'ai beaucoup plus apprécié la relecture en fait. Mais je crois, et ça me permet d'arriver sur quelque chose moi, qui m'intéresse beaucoup, que de toute façon la fin nous invite à la relecture et que tout est conçu et construit pour qu'on relise. Je l'explique dans mon travail pour moi la dernière scène sur le quai correspond à la scène dans les limbes quand Dumbledore dit à Harry bon bah voilà si t'es à la gare en gros euh, tu peux choisir ce que tu veux. Tu peux prendre un train ou tu peux rester là ou tu peux retourner en arrière et cette image d'aller plus loin elle existe depuis un moment hein. Il l'évoque déjà dans le tome 5 je crois quand il va parler avec Nick Quasi-Sans-Tête. C'est Nick Quasi-Sans-Tête qui lui dit que quand on est mort on va dans un endroit, il y en a qui continuent, il y en a qui continuent pas. ouais. Et donc on retrouve cette image-là quand Dumbledore dit bah, tu fais ce que tu veux, tu peux continuer ou tu peux y retourner. Et dans le dernier chapitre, on est sur le quai de la gare, nous, lecteurs, avec Harry, et elle nous laisse le choix. On peut continuer ou on peut y retourner. Et on peut recommencer en fait. Et je pense que vraiment, c'est très intéressant cette composition avec ce retour sur le quai pour nous dire relisez, recommencez si vous voulez, si ça vous a pas suffi, si vous voulez retrouver les indices, si vous voulez creuser, si vous voulez voir ce que vous aviez pas vu, mais c'est pas obligatoire, vous pouvez aussi prendre un autre train. Ouais. Et du coup, je sais pas J'aime si beaucoup c'est... l'image. Ouais, j'adore. C'est vrai que j'avais jamais... Évidemment, quand on lit l'épilogue, on comprend la boucle, mais c'est vrai que de le penser ouais, cette image de prendre le train, j'avais pas pensé forcément, par exemple, au parallèle avec bah, le chapitre précédent, quoi, ou le chapitre, ouais, dans les limbes, quoi, c'est... Mais c'est vrai que je sais plus, je voulais dire un truc et j'ai oublié, pardon. Mais ouais, mais c'est vrai que c'est cette image du cycle et de on se demande effectivement est-ce que c'est pour retourner en arrière, pour retourner au début, ou est-ce que c'est pour ouvrir sur ah oui, ça y est, je me souviens ce que je voulais Ouais. dire. Je me demandais si l'épilogue c'était le fameux chapitre qu'elle avait écrit dès le début. Parce Oui, elle parle assez tôt ah bah c'est bon, je sais quel est mon dernier chapitre, j'ai déjà écrit. Donc je suppose que c'est celui-là, puisque c'est... Moi je pense que c'est celui-là, parce que c'est la même chose. On revient à King's Cross. On est sur le quai de la gare, donc avec Harry, Ron et Hermione, les enfants. Malfoy est là avec sa femme et son fils. Et puis il y a le fils de Lupin, dont Harry est le parrain.
Donc un garçon orphelin qui a perdu ses parents alors qu'il était tout petit. Donc on a vraiment on rejoue la même chose. Et il y a quelque chose moi qui me frappe et qui est très intéressant, c'est que Harry est devenu Aurore. Donc il y a encore des méchants. Si jamais, voilà, il dit que sa cicatrice, enfin, Rowling elle écrit que sa cicatrice lui a plus fait mal depuis 19 ans, bon voilà, on est content, mais n'empêche qu'il est Aurore. Donc ça veut dire que c'est pas fini, il y en aura d'autres de toute façon. Et comme la baguette de Suro nous l'a montré, en fait Voldemort n'était qu'un méchant dans une longue lignée de méchants. Et donc il y aura d'autres histoires, il y aura d'autres éléments, cette histoire-là est terminée. Mais en fait, ça ne veut pas dire que c'est fini. Parce que ça ne peut pas finir. Il y aura toujours des méchantes personnes et puis il y aura toujours des bonnes personnes comme Harry pour les combattre. Voilà. Après, pour revenir sur voilà, l'écriture de ce dernier chapitre, elle avait dit effectivement qu'elle l'avait écrit depuis quasiment le tout début. Mais on sait qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que par exemple, elle avait parlé du dernier mot qui devait être cicatrice, ce n'est plus le cas. Elle avait aussi largement, lourdement sous-entendu, je pense pas qu'elle l'ait dit texto à un moment, mais bon, c'est tout comme qu'on verrait Dudley avec en fait ses enfants ou son enfant sur le K9 3/4 qui emmène son enfant à Poudlard. Ça aurait été savoureux quand même. Et que, mais oui, mais ça, en fait, et elle avait dit que en fait aucun ADN magique n'aurait pu cohabiter avec l'ADN de l'oncle Vernon et donc Dudley ne pouvait pas avoir d'enfants Ça c'est méchant quand même. mais voilà, il y a des choses qui ont changé. Après, il me semble qu'elle avait dit que justement un autre chapitre qui avait été écrit très tôt et qui est super intéressant aussi en termes de symbolique et tout et de structure, c'est le chapitre Retour dans la forêt. Donc où voilà, Harry, justement, il ouvre le livre d'or, il voit ses parents qui reviennent, etc. Et il va littéralement à la rencontre de la mort dans la forêt interdite, quoi. Oui. Et ça, je trouve ça super symbolique d'avoir d'un côté, voilà, au début, le premier tome qui s'ouvre sur un enfant qui a survécu un peu sans savoir pourquoi et de manière complètement inconsciente. Et on termine, on arrive à la fin avec un adulte tout juste, qui lui par contre va volontairement chercher la mort c'est ce que voilà, c'était l'intention vers celui qui a tenté de le tuer. Il y a une catharsis assez assez intéressante qui se met en place ici, quoi. De toute façon, c'est une histoire de la résilience, Harry Potter, c'est magnifique, hein. C'est vraiment tellement beau. Là, du coup, on peut parler il me semble, de la composition, de cette fameuse composition en anneaux qui a été pas mal développée par ce Britannique Granger, puisqu'il suppose donc que les tomes se répondent, et donc entre le tome 1 et le tome 7, il y aurait cette réponse sur le moment où les parents apparaissent. Donc dans le tome 7, ils apparaissent grâce à la pierre dans la forêt, et ils apparaissent dans le tome 1 dans le miroir. Et je pense que en effet, il y a de fortes chances qu'elle ait réfléchi les scènes en parallèle, en miroir. D'autant que le miroir, avant que Harry y accède, il passe devant un fantôme qui est le fantôme d'Helena Serdaigle. Oui. Et Helena Serdaigle est très importante dans le tome 7. C'est vraiment celle qui permet de trouver la pierre, de trouver le diadème, pardon. Donc il y a quand même quelque chose de... Ouais, si elle l'a pas pensé, en tout cas, elle l'a bien rattrapé. Ouais, et puis il y a la fameuse image, je pense, qui a marqué tout le monde avec Hagrid qui porte bébé Harry et puis qui porte le corps a priori mort de Harry à la fin. Enfin, ça, c'est quand même... Ça, forcément, elle y avait pensé, quoi. Mais parce qu'il n'y avait pas d'autre raison pour laquelle Hagrid serait dans la forêt. C'était juste pour être là à ce moment-là, au moment de la mort de Harry, pour porter son corps pour sortir de la forêt, quoi. Mais c'est justement quelque chose qu'elle a dit, qu'elle avait cette image depuis le début en tête de Hagrid portant son corps et que c'était pour ça qu'elle n'avait pas aussi tué Hagrid avant. Parce que oui, moi c'était quand même mon gros soulagement parce que Hagrid est un de mes personnages préférés. J'aurais été dévastée qu'il meure et du coup voilà, que c'était vraiment il y avait cette image qui était en elle depuis le début et qu'elle
avait besoin de réaliser et donc qui avait sauvé Hagrid, quoi. Voilà. Après, je pense qu'elle l'utilise de manière très intelligente, puisque de toute façon, le passage par la forêt, voilà, il va dans la forêt dans tous les tomes. Donc, il faut qu'il y retourne. Donc, ça Mm. fait partie des répétitions qui sont intéressantes. Vous pouvez pas ne pas aller dans la forêt dans le tome 7. Il y a les centaures, et ça, c'est vraiment la bascule quand même. Euh, Ça apparaît moins dans l'adaptation cinématographique, et c'est là que je dis sans arrêt, mais lisez ces bouquins quand même, parce que vous comprendrez bien mieux. Euh, quand il va, il ressort de la forêt, les centaures qui ne sont pas intervenus dans la première partie de la bataille les voient et interviennent ensuite. Et, euh, et c'est très très important comme bascule, parce qu'il y a quand même le motif du centaure depuis le tout début, Et oui, c'est quand même un centaure qui intervient dans le dans tome tout 1. le tome 1. Mm. Ouais. Mais alors, c'est pour ça que là, enfin, alors là, je pense que c'est la première C'est fois le que j'ai moment de entendu vie. parler, John Granger de cette ring theory ou du coup une construction en miroir ou alors en chiasme. Alors là, j'ai une question du coup pour les spécialistes en Ouais. littérature. C'est la même chose ou pas parce que c'est vrai que j'ai des vagues souvenirs de cours de littérature. On parlait beaucoup de chiasme, mais je sais pas si c'est ça. Bah, le chiasme, c'est juste une croix en fait, donc je pense que ça rend pas du tout compte de cette composition beaucoup plus D'accord. complexe. Oui, si, on peut faire des petits traits entre le 1 et le 7, le 2 et le 6, et le 3 et le 5 avec au milieu le. Mais bon, Voilà, le 4. en gros, ça fait une étoile, quoi. Le Oui. chiasme, c'est une figure beaucoup plus simple qui fonctionne très bien en poésie en particulier, Ouais. où voilà, on a un mot au début d'un vers qu'on va retrouver à la fin du vers suivant, et à la fin du premier vers, il y a un mot qui va correspondre au début du deuxième vers. Donc là, c'est souvent des histoires de sonorité en plus. Ouais, bon, donc du coup, bon, construction en miroir ou en C'est cercle, ça, c'est plus mais en c'est, miroir, en oui, cercle. c'est dans l'histoire, c'est dans l'idée qu'il y a un centre en tout cas, Oui, c'est ça. il y a un point Un axe de central, symétrie. un axe tout Et à fait. et qu'on va retrouver, on va rejouer les mêmes choses, parce qu'on a dans Star Voilà. Wars au prix de très 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 nombreuses incohérences dans la dernière trilogie, mais bon, ils ont quand même réussi à refaire plein d'effets miroirs. Bon, je Mm. crois pas trop parce que c'est pas bien construit, mais Moi, j'y crois à fond. Non, j'ai adoré, mais bon. Bref, mais on n'est pas mais là ouais, pour moi parler de Star Wars. j'ai adoré Mm. le spectacle. Mais je pense que c'est intéressant de montrer que c'est quelque chose. Euh, Pourquoi on revient, pourquoi ça réapparaît dans deux séries cultes, Oui, cette composition, alors que c'est une composition qui est très ancienne et qui date euh, des épopées, de récits très très anciens dans notre histoire littéraire. C'est que il y a quelque chose d'extrêmement symbolique. Euh, à la limite d'ésotérique en fait dans ce genre de composition. donc pour y revenir, là, on a bien compris qu'il y a effectivement énormément d'échos entre le 1 et le 7, mais que alors là, on a pu les aborder comme boucler la boucle narrative, mais que tout peut être vu, si on, à différents niveaux, tout peut être vu autour de cet axe de symétrie Oui, qu'est le tome 4. Et c'est vrai que, bah, mine de rien, de tout ce qu'on a parlé, on a bien compris que le tome 4 est un tournant, et c'est pas un hasard que ça soit le tome central de la saga, quoi. Et Mais c'est ça l'affect, marque ouais. le retour de Voldemort. c'est Enfin, ça. Mais du coup, on pourrait s'amuser à faire quasiment un épisode pour chaque écho. Bon, 1 et 7, on en a pas mal parlé, mais entre le 2 et le 6, on a quand même parlé du fait que ben, le premier Horcrux, il apparaît... bon, mais, Oui, évidemment, il y a Harry, mais on a quand même ce premier c'est la. Horcrux détruit Ouais. oui, dans le tome 2, sans qu'on sache que ce soit un Horcrux. Et puis on a évidemment Tom Jedusor, donc le jeune Tom Jedusor. Et on a toute l'enfance de Tom Jedusor dans le tome Dans le tome 6. 6. Donc il y a quand même... oui, c'est et quand puis il y même... a il y a le journal de Tom et le livre de Rogue de l'autre côté. Ouais, Dans le ouais. tome 2, Ginny aime Harry, et dans le tome 6, c'est Harry qui aime Ginny. Euh, On a aussi, sur des trucs un peu plus secondaires, on a le cas des professeurs de défense contre les forces du mal, de Lockhart oui, et Slughorn, qui sont tous les deux des profs qui vont chouchouter Harry, qui vont se donner plus d'importance qu'ils n'en ont aussi. Il y a on a les des scènes, attaques. hein.
on a des scènes qui se reproduisent, la scène chez Barjo et Burke, hein, Oui, Ouais. il y a qui se la reproduit en première fait. armoire à disparaître, Oui, qui apparaît et puis du coup qui a une vraie utilité dans le tome 6. On a les attaques, tout simplement, parce qu'on a les attaques du basilic dans le tome oui, 2, mais dans le tome 7, dans le tome 6, on a les attaques qui sont commandées via Drago, mais avec Cathy Bell avec le collier d'opale, mm, euh, Ron Le avec poison. l'hydromel oui, ouais, empoisonné. Et à chaque fois, quand même, un des meilleurs amis de Harry qui frôle la mort. Ouais. Puisque Hermione est et puis, pétrifiée, Ron est empoisonné. Et puis du ouais, et coup, le puis personnage de Harry, Drago. oui, voilà, qui est Ouais, soupçonné par Harry la première fois à tort et la deuxième fois à raison, quoi. ouais, Mm. c'est... Non, mais et Euh, ça marche. Voilà, on a autant de parallèles entre le 3 et le 5. Alors bon, le plus terrible, c'est Sirius Black, hein, Ouais. qui qui apparaît dans le arrive et qui 3 et meurt qui très meurt dans vite. le 5, n'est-ce pas? Oh. Mais encore une fois, c'est dans le 5, c'est dans le 3 qu'on nous a introduit les maraudeurs et c'est dans le 5 qu'on a le fameux souvenir de Rogue où Ouais. enfin, le personnage de James est présenté d'une certaine façon dans le 3 et on revient dessus dans le 5. Enfin, c'est On a aussi l'importance des détraqueurs qui sont introduits dans le 3 et qui voilà, prennent une importance assez particulière dans le ouais, 5 avec l'attaque, etc. l'apprentissage des Patronus qui C'est va avec. ouais, Mm. l'évasion d'Azkaban, Sirius qui s'évade d'Azkaban dans le 3 et Et l'évasion massive Bellatrix, de ouais. Bellatrix, etc. On a quand même les deux seules prédictions de Trelawney, dans Oui, le tome 3 et tome 5. On a les retourneurs de temps. Bon, dans le tome 5, c'est plus anecdotique, c'est simplement leur destruction au ministère, mais ça reste. oui, ils sont là. Ils sont là quand même. Enfin, c'est pas. Il y a les deux fois où Harry est accusé d'avoir fait usage de la magie devant des moldus enfin, qu'il y a une interaction avec Cornelius Fudge. Techniquement, il est accusé dans le tome 2, mais c'est tout de suite balayé. Mais voilà, dans le tome 3, il rencontre Fudge au champ d'Ormaver qui lui dit oh, Oui, mais non, mais c'est rien. Et dans le tome 5, il essaie de le faire condamner. Ouais. Mm. oui, puis alors j'avais vu des choses aussi. Dans le tome 3, il monte sur Buck et dans le tome 5, il monte sur les Sombrales. Ouais. Il y a Le Magicobus aussi qui Oui, revient dans le tome 5. Alors, c'est ça. c'est très anecdotique. En plus, comme c'est pas dans les films, c'est quelque chose qu'on a Oui, mais tendance à oublier. Mais il est hyper marrant ce passage-là. mm, Alors par exemple, ça, voilà, je pense que c'est une bonne façon de rebondir. Je pense vraiment que John Granger, il a raison quand il parle de cette composition. Mais ce n'est qu'un des éléments parmi les autres. Parce que le 4 est au centre, mais on peut considérer aussi qu'il est au sommet et qu'on a une espèce de montée en puissance et ensuite de chute. On a quelque chose de plutôt gai dans la première partie et ensuite ça s'effondre. Et là, on retrouve les théories de Truby sur le scénario où en fait tout va bien jusqu'au point de non-retour qui est le tome 4 hein, et après voilà on est dans le ventre de la baleine dans la forêt profonde et ça va de mal en pis jusqu'à la fin quoi. Et ça mm. c'est plutôt une structure en montagne et ça fonctionne aussi le fait d'avoir un fonctionnement comme ça avec un chiffre impair c'est le fonctionnement de n'importe quelle tragédie euh, l'exposition les péripéties avec une montée en puissance et un acte central qui est l'acte 3. Bon, là, c'est le 4, il y en a 3 de chaque côté. On retrouve tous les éléments du schéma narratif de base dans tous les tomes et dans la macrostructure. Donc, la composition en anneaux, elle est là, à mon avis, je pense qu'il y a trop d'indices, il y a trop de choses pour qu'on puisse imaginer à un moment que Rowling ne l'ait pas fait exprès mais elle n'a pas fait que ça. Non, bien sûr Ah que oui, non. oui. C'est Mais ça qui est merveilleux chez elle, c'est qu'il y a cette structure-là, il y a les structures classiques, il y a du policier, il y a du conte, enfin, c'est pour moi, et c'est vraiment, alors là on touche du doigt à ce qui fait que j'admire tellement, tellement cette autrice, c'est que c'est un génie de la construction. Mm. Mais une autre construction, moi, que j'aime beaucoup aussi en termes de symboles, c'est la structure des épreuves de la pierre à la fin du Oui, premier tome et la façon dont ils font écho au 7 tomes en fait en tant que tel,
où il y a eu beaucoup d'analyses sur le fait que chaque épreuve correspondait à un tome dans l'ordre et à une matière de Poudlard et aussi à la façon dont en fait la façon dont le trio résout l'épreuve est symbolique de la façon dont l'intrigue du tome se Oui. résout aussi. Euh, que je sais pas si c'était une théorie, enfin une structure que vous connaissiez un peu ou pas. Ouais, C'est vrai que j'avais oublié de le mettre pour la ouais, ouais. préparation. Ouais, il y a des, c'est je sais pas comment on peut décrire ça, mais en gros, on encapsule dans une scène la structure générale de l'ensemble de la saga, quoi. Oui. Mais Oui, c'est puis assez fou de se dire qu'on peut retrouver ça dans le tome 1, quoi. Enfin, c'est... bah, Oui. c'est vraiment la préfiguration dans toute sa splendeur, en fait. C'est Ouais, Oui, vraiment. et Harry, il apprend à maîtriser peu à peu, autant dans le tome 1, voilà, ils ont besoin d'être tous ensemble pour affronter le filet du diable, euh, le filet du diable, il le retrouve avec la branchiflore. Hmm. Quand il affronte quand il est sur le jeu d'échecs, voilà, dans le labyrinthe, il refait un jeu grandeur nature avec ce sphinx les potions, il devient maître des potions grâce au livre de Rogue. Enfin, peu à peu, il acquiert toutes les compétences qui font qu'il peut aller tout seul dans la forêt à la fin. ouais. Hmm. Alors Ouais, qu'il il pouvait y a un pas être tout principe. seul pour trouver la pierre au début, en fait. Il y a un principe de motif. Hein, je sais pas si on Ouais. parle de ça aussi en. Ouais, j'imagine que oui, en Oui, si, littérature, mais si, c'est vrai tout que à fait, oui. j'y pensais en mélodie, quoi, comme dans des. Je sais pas, dans des musiques de films, évidemment, mais dans des opéras ou dans des comédies musicales où on introduit un motif et puis on le fait évoluer, on lui donne un Les, sens. ouais. Mais le Les motif peut topoïs, les changer. lieux, ouais. Voilà, le motif peut s'enrichir au fur et à mesure et changer de sens au fur et à mesure. Enfin, Hmm. pas forcément changer de sens profond. Le sens profond, il est là dès le début, mais ouais, il s'épaissit et il prend de l'épaisseur et de différentes couleurs au fur et à mesure. Oui, et on retrouve comme ça des motifs qui sont intéressants autour de la rondeur de la pierre, hein. La pierre philosophale, voilà, elle réapparaît avec la pierre de résurrection, mais est-ce qu'elle n'est pas en rapport, enfin elle cache quelque chose comme l'œuf cache quelque chose dans le tome 4 et comme le vif d'or cache quelque chose dans le tome 7. Enfin, il y a toujours des retours de certains éléments, de Ouais. qu'est-ce qui cache quoi. Et des trucs assez marrants en plus, parce que l'œuf surprise c'est quand même assez rigolo. Euh, donc bon, le vif d'or il est moins marrant parce qu'il cache la pierre de résurrection, ça, en soi c'est pas très drôle, mais Ouais. Mais c'est vrai que sur cette idée de répétition des motifs, enfin, ce qui rend la scène dans la forêt avec la pierre de résurrection aussi forte, quoi, émotionnellement, c'est parce qu'on a tout ça. Enfin, au moment oui, où Harry a la pierre dans sa main, eh ben, pas forcément, on se rend pas forcément compte la première fois, mais on est quand même submergé par l'émotion, évidemment, parce qu'il va revoir ses parents, il va revoir Sirius et Remus, mais aussi parce que bah, on a l'aboutissement de tout ce qui a été construit autour de cette symbolique, et ça commence avec la pierre philosophale, effectivement, puisque évidemment, ouais, enfin, la première pierre, c'est la pierre philosophale qui, pareil, permet de donner la longue vie. de donner la longue vie. Alors, c'est pas le cas de la pierre de résurrection, mais Non, mais de tromper la mort d'une certaine manière. oui, Et la pierre philosophale, notre premier moment d'émotion quand même, c'est même si on l'a jamais rencontré, c'est d'apprendre la mort de Nicolas Flamel. Et c'était bizarre, enfin, parce que c'est un personnage dont on nous parle pendant tout le tome, on l'a jamais rencontré. Et quand Harry se rend compte, mais attends, ça veut dire que Nicolas Flamel, il va mourir et Dumbledore lui fait oui, oui, mais c'est normal. Et en fait, enfin, C'est presque perçu comme un échec, en fait. ouais, oui, mais alors qu'en tout de fait suite, c'est il nous le très dit, beau, tout de ça suite, préfigure ouais. la fin, le moment où voilà, la mort c'est normal en fait. Oui, et puis Dumbledore nous le dit dans le premier tome, autour de Ouais, cette pierre qui a été détruite, et à la fin, il y a Harry qui est avec cette pierre
pour se donner la force de justement de dire ok c'est normal je vais mourir mais c'est ce qu'il faut donc c'est quand même Mais tu vois, je pense que c'est là qu'en fait on touche aux limites de cette composition d'anneaux dont je remets pas en doute le fait qu'elle soit là et qu'elle existe, mais je pense quand même que ce serait dommage de ne voir que par là, parce qu'il y a un autre moment où les parents de Arya passent, c'est dans le tome 4. Où ils c'est justement c'est au centre. C'est justement le centre de symétrie. Il y aura un cantatum. Et donc, on peut se dire que c'est le centre, mais on peut se dire aussi que c'est le sommet, et qu'en fait, il y a des correspondances entre le début, la fin et le milieu. Il y a quand même tellement de choses dans ce tome 4. Moi, je trouve que en tout cas, ce que je trouve comme défaut dans cette théorie de John Granger, c'est que du coup, il étudie énormément les 6 tomes, les 3 premiers et les 3 derniers, et il évite le central qui finalement et ce qui est paradoxal parce que pour le coup fait tout se rejoindre en fait, ouais. Et donc on n'est pas mais il le dit qui parce peut que être un sommet plutôt, mais je pense qu'il le dit parce que dans cette idée de chiasme, cercle, miroir, voilà, le point de symétrie comme on disait c'est le moment le plus important, et ça je pense que dès qu'on parle de cette structure, ça, on a tendance à se concentrer effectivement sur le 1, 2, 3 et le 5, 6, 7 parce que c'est fun aussi d'aller chercher. On retourne dans la collecte d'indices dont on parlait au début. Mais en même temps, ça donne au tome 4 encore plus ce côté à part dont on a pas mal parlé. Mais voilà, ce côté... qui peut être un point d'évolution aussi. Ouais. Tu vois, vraiment... bon, alors après, c'est peut-être mon côté un peu rebelle, mais je me dis, quand tout est trop bien léché, continue à chercher, quoi. Et je pense que, voilà, dans le tome 4, il y a quand même une évolution... Après, justement, c'est pour ça que je préfère parler de construction en miroir que construction en anneau, parce que voilà, pour moi la symétrie dans le tome 4 est vraiment très présente et tout aussi intéressante que le reste, et justement je trouve ça tout aussi amusant d'aller chercher les motifs qui font écho dans le 4. Enfin, voilà, quand on parle des symétries de l'école des sorciers, des reliques de la mort, on parle souvent un des éléments, c'est aussi le dragon. Donc on a Norbert et puis le pense de fer ukrainien. On a aussi les dragons du tournoi des 3 sorciers dans le tome 4. Enfin, et il y a plein d'éléments comme ça, comme tu disais tout à l'heure, Harry qui revoit ses parents. Enfin, il y a plus d'un élément comme ça qui fonctionne parfaitement sur la symétrie. Et effectivement, évincer le tome 4 est une erreur, je pense. Et d'ailleurs, comme tout à l'heure tu le disais sur les épreuves pour arriver à la pierre philosophale, dans le labyrinthe, il y a plusieurs épreuves. Et le tournoi lui-même, c'est plusieurs épreuves. Mais dans le labyrinthe, c'est vraiment très intéressant de voir, et en particulier la scène avec le sphinx, avec l'énigme, mais il passe plusieurs épreuves de différents types avant d'arriver à la coupe. Et elles sont très très intéressantes et très symboliques, et c'est le moment où il devient actif, parce que quand même c'est un tome où il glandouille pas mal quand même. Il se laisse porter, voilà, on met son nom dans la coupe, du coup il est malheureux, c'est vraiment galère, il se fâche avec Ron, il fait la tête tout le temps, il fait rien, voilà, on lui montre les dragons, mais il pigne quand même. L'œuf, il veut pas s'en occuper. Pourtant, c'est pas faute de lui dire, parce que Hermione, elle lui répète tout le temps quand même. Mais il se passe trop de choses, c'est trop dur. Mais voilà, pauvre petit père, quoi. C'est vraiment ce moment de l'adolescence hyper énervant. Alors bon, moi, j'ai mais le pauvre, il lui tombe beaucoup de choses sur la tête quand même. Ils veulent pas grandir. Voilà, c'est avant la rébellion, c'est ce moment de non, je veux pas grandir, je veux pas m'en occuper, la vie est trop dure, quoi. Et c'est vrai qu'il a pas de bol, mais ça depuis le début, quand même, il devait s'en douter quand même, le pauvre bonhomme. Le pauvre. Et justement, sur la symétrie par rapport aux épreuves de la pierre, je trouve que ça colle très bien avec ça aussi, parce que donc, l'épreuve qui fait écho au tome 4, c'est le jeu d'échecs de McGonagall. Oui. Et donc, bon, la symétrie principale, c'est que dans les deux cas, on a affaire à un jeu. Puisque voilà, les échecs et le tournoi qui est une forme de jeu. Et avec quelque chose de très calibré. Voilà,
l'année scolaire qui est rythmée vraiment comme du papier à musique. Ouais. Et voilà, les différents... les différentes pièces qui sont un peu perdues au fur et à mesure. Et en fait, bon, il y a le sacrifice de Ron qui fait plutôt bien écho au sacrifice de Cédric. Oui. Et le fait que c'est Harry qui va aller faire l'échec au roi et que c'est lui qui est tout seul à la fin sur le plateau. Ouais. Les autres sont sacrifiés et c'est lui qui doit, qui doit se doit débrouiller aller seul. mettre fin à la partie. Ouais. Et ça, je trouve ça assez symbolique aussi. Et c'est quelque chose qui revient toujours. Enfin, Harry, finalement, aussi entouré qu'il soit, dans 99% des cas, finalement, c'est toujours lui qui doit aller, Oui, et qui doit d'ailleurs, aller ça, faire le après, dernier. elle le souligne dans le tome 5 de manière assez habile. C'est Ron qui lui dit, mais enfin, non, ou c'est Hermione, quand il recrute pour l'AD, où il dit ça a l'air plus cool que ça n'en a l'air, et donc Hermione lui dit, mais tu l'as fait quand même, Mm. enfin, euh, Ouais, il dit j'ai toujours été aidé. Oui, mais ouais. ouais, Oui, il mais à dit la non, fin, c'est mais quand même toi qui l'as fait, quoi. ouais. Non, mais c'est bon. Je pense que ça nous donne tous envie de faire comme relire. Silène et de se refaire une relecture express. Mm. Et il y en a qui, alors je ne serais pas capable de la réexpliquer, ça va être pour le coup, c'est longtemps que je ne me suis pas plongée dedans, mais enfin voilà, sur ce jeu d'échecs, il y en a qui ont analysé chaque mouvement de chaque pièce Ouais. qui annonçait enfin, l'intégralité voilà, de la fin de la saga, quoi. Et à quel point Après, ça pouvait être. voilà. Après, voilà, chacun aussi a ses interprétations, il faut voir à quel point c'est solide aussi, mais il y en a qui ont quand même écrit des tartines là-dessus. Mais ça, c'est pas grave. Et du coup, nous aussi, on va faire une composition en miroir et revenir à ce qu'on disait au début. Ça fait La partie de la classe. théorie de la réception. C'est que de toute manière, même si elle n'a pas forcément tout voulu, concrètement, c'est dans le texte. C'est là. Et il y a une part d'interprétation, comme systématiquement quand on lit quelque chose, on interprète aussi selon ce que nous, on veut bien voir. Et c'est tout le principe. Et là, c'est l'écrivain qui parle en moi, c'est de dire au lecteur, bah vas-y, fais-toi plaisir. Moi, j'ai mis plein de choses. Tu sauras jamais exactement tout ce que j'ai mis parce que il y a des trucs qui, voilà, des fois c'est juste le temps qui passe. J'étais en train d'écrire, il y a un oiseau qui est passé, j'ai mis un oiseau dans le texte, donc tu sauras jamais pourquoi il est là, mais c'est un hasard. Et en même temps, toi, c'est pareil, quand tu l'interpréteras et que tu verras cet oiseau, ça se trouve, tu verras un truc tout symbolique et tout. Et puis finalement, moi, en le relisant, je me dirais, ah bah ouais, mais il a pas tort, en fait. On peut le prendre comme ça. Et c'est tout l'intérêt de la littérature, c'est cet échange et cette possibilité, cette liberté qu'a le lecteur de réinterpréter, de relire ce que l'auteur a fait. Et il me semble que Rowling, sa magie, elle, c'est vraiment une sorcière, c'est de nourrir ça, de l'avoir tellement nourri qu'on n'aura jamais fini de le relire en fait. Oui, et là j'aime bien, du coup, je lis juste une phrase de ton travail que j'ai particulièrement adorée. C'est Ouais. le cycle s'apparenterait à une spirale, du plus petit vers le plus large, se nourrissant de ses multiples cercles pour s'agrandir et ouvrir sur d'autres perspectives. Bim! Et ça, j'adore, parce que là, on n'est plus que on retourne à la case départ, quoi. À chaque fois qu'on fait un Ouais. tour, on a agrandi notre perspective et on retrouve des choses nouvelles, quoi. Et c'est infini, puisque la spirale, par définition, elle n'a pas de fin, quoi. Donc, Non, et d'ailleurs, quand on est. Là, moi, ma lecture, elle est drôle. Plus personnellement, je le relis en même temps que ma deuxième fille. La première les a tous lus, et là, ça y est, ma deuxième est en âge de les lire, et donc je les ai relus en même temps qu'elle. Et elle ne voit pas les choses de la même manière. Et donc, forcément, ouais, c'est une relecture encore différente, tout simplement ouais. parce qu'en plus, un livre, ça se lit dans un temps donné. Et c'est très drôle de la voir émettre des hypothèses que sa grande sœur n'avait pas émises et que moi, j'avais pas émises, en fait. Donc, on n'aura jamais fini. Hein. Bon, du coup, on va inviter tes filles pour un épisode. Oh là là, elles seraient folles, mais elles parlent beaucoup. Hein.
Ouais, non, ce qui nous occupe à la maison en ce moment, c'est sur les animaux fantastiques, là, de savoir... Et bien justement, Ouais, quand on pense au fait que elle est passée directement dans sa tête à une construction en 3 à 5, oui, ça présage quand même d'un troisième épisode qui, oui, en plus, a demandé une année de plus que ce qui était prévu de travail. tout à fait. On peut se dire que oui, parce que ce troisième, c'est l'équivalent de notre fameux tome 4. Donc, tout peut arriver à Oui, son sommet ou s'écrouler là, quoi. En d'autant gros, que dans le tome 7, elle commence par une situation de tragédie grecque quand même. Donc je pense qu'elle connaissait bien cette structure-là qu'elle a dû étudier pendant ses études de lettres, hein, parce que c'est quand même un des trucs de base qu'on fait quand on fait de la littérature, et en particulier à la Sorbonne comme elle l'a fait, c'est de travailler sur la structure de la tragédie en 5 actes. Donc à mon avis, ouais. on peut s'attendre à beaucoup de choses dans ce troisième opus des Animaux Fantastiques. Et Qui moi, commence à j'ai être vraiment hâte. tourné en ce moment. Donc, Oui. Le tournage commence, ouais, d'ici... voilà, quand l'épisode sortira, sans doute que le tournage sera en commencera cours. tout juste. Ouais. À Et là suivre. encore, par exemple, tout à l'heure, on évoquait Nicolas Flamel. Le fait qu'elle ait eu besoin de remettre Nicolas Flamel est quand même vraiment intéressant. Parce que, voilà, dans les éléments, dans les motifs qu'elle reprend de Harry Potter pour les mettre dans cette préquelle, c'est que y a quand même des choses auxquelles elle est particulièrement attachée, qui étaient particulièrement symboliques et qu'on peut d'autant mieux comprendre, en fait, quand elle les réutilise, en se disant, ah ouais, là, y avait quelque chose quand même. Parce que si elle a décidé de les reprendre, de les développer, de donner des éléments, c'est que c'était c'était important, en fait, dans l'héptalogie. Mais on verra. On fera un épisode sur la structure des animaux fantastiques. Donc Oui, bah, il va falloir attendre, hein. 2024, c'est 2026, je sais pas, on verra. Ouais. Mais, En tout cas, je pense mais- que si on veut se rapprocher de la conclusion, il me semble qu'on ne peut absolument pas présager ou imaginer quoi que ce soit et porter un avis définitif sur les animaux fantastiques tant qu'on n'aura pas tout. Exactement comme il était impossible au fur et à mesure de la sortie des tomes de Harry Potter d'avoir un avis général puisqu'il nous manquait beaucoup trop de choses, quoi. Oui, on peut avoir un avis sur les films d'un point de vue Oui, individuel, comme on a eu un avis à la fin du tome 5 oui, ou à la fin du tome 3 ou à la fin du tome 4, etc. Ça, on en a largement parlé. Donc, c'est la manière dont on consomme un film ou un livre, indépendamment du cycle dans lequel il s'inscrit, c'est intéressant. Et on peut oui. critiquer, voilà, on l'a fait un petit peu sur le tome 5 ou le tome 7. Mais voilà, effectivement, cette vue d'ensemble va nous donner une autre appréhension. Mais voilà, ça rendra pas forcément caduques nos avis Non, sur pas du un... tout, mais avec Mais un ouais, génie de la structure comme elle, on sait que... on peut croiser les doigts, ouais. Mais le ouais, problème, c'est que voilà, encore une fois, là, bon, on va pas revenir sur ce débat-là, mais il y a son histoire et puis il y a effectivement, comme on l'a vu dans les films, les adaptations, un passage derrière qu'elle maîtrise pas forcément, un mixage derrière qu'elle maîtrise pas. Donc voilà, elle sait pas elle qui a le dernier mot sur qu'est-ce qui reste à l'écran ou pas. Donc voilà, avec ces Mm. pincettes-là. ouais. Mais bon, ça va être intéressant de continuer à voir se développer tout ça. Mais en tout cas, avec cet épisode, on a ouvert notre spirale. Et merci beaucoup, franchement. Eh bien, C'était... Ouais. merci. Je suis très Mais, contente, encore une fois, d'avoir pu discuter avec vous. mais c'était un plaisir. Je crois on avait encore évoqué plein d'autres sujets, donc ça sera sans doute pas la dernière. En plus, entre deux épisodes, j'ai continué à chercher, à creuser des trucs, donc vous pouvez compter sur moi. En fait, ça me motive aussi à m'y remettre à chaque fois. En fait, Bah, super. tu vas devenir chroniqueuse à temps plein. En tout cas, on compte effectivement sur
sur toi pour être une invitée régulière. Ah, mais j'espère. J'aimerais bien c'est une piste, j'aimerais bien qu'on discute histoire quand même, et histoire et politique, parce que ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Pas de souci, ça me va. Je pense qu'on est toutes les deux partantes. Et là, on pourra se faire rejoindre d'autant plus les animaux fantastiques et Harry Potter. En tout cas, chères auditrices et auditeurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Oui, moi ça m'intéresserait bien d'avoir aussi vos retours. Vous avez compris qu'on a plein d'idées pour les mois, années à venir de ce podcast, mais on est toujours preneuse de ce qui vous a intrigué, des choses qu'on a peut-être trop survolées, sur lesquelles vous avez envie qu'on revienne. On aime vos retours. Ouais. Mais du coup, je pense qu'on va boucler là. Et la boucler. Pardon pour cette vanne de longue journée. Mais du coup, merci beaucoup, Silène, d'avoir été notre invitée pour cet épisode. Vous pouvez, comme d'habitude, retrouver tous les épisodes sur SoundCloud, sur YouTube, sur toutes les applications de podcast. On est sous le nom aussi les podcasts de la Gazette, si vous ne trouvez pas sous le nom de Aspic. Cherchez-nous sous ce nom-là. Vous pouvez nous contacter comme toujours sur Facebook, l'Académie des Sorciers, Twitter, aspic_GDS, pour Gazette du Sorcier. Par mail, rédaction@gazette-du-sorcier.com. Et on remercie, comme toujours, Louise Salem qui fait le montage de cet épisode, et Caligula qui a composé le générique d'après les thèmes de John Williams et Patrick Doyle. Voilà, à bientôt pour le prochain épisode de l'Académie des Sorciers. Et chers auditeurs, n'oubliez pas, passez-le d'abord.